Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Deux sœurs qui tombent enceintes en même temps, l'une de jumelles, l'autre d'une petite fille. Ça devrait être une histoire heureuse, surtout quand les deux sœurs sont extrêmement proches, amies, confidentes, qu'elles passent leur vie toutes les deux, qu'elles s'adorent. Oui, en découvrant leur grossesse simultanée, Anne-Charlotte et Marie-Alix s'y voyaient déjà, élevant ensemble 3 petites filles du même âge, partageant tout. Mais les drames surviennent parfois là où on les attend le moins, et alors que les jumelles de Marie-Alix avaient 2 mois, la petite Alba, qui devait venir compléter le trio de cousines, décède dans le ventre d'Anne-Charlotte avant même d'être née. Pour chacune des deux sœurs, cette tragédie est une déflagration. Pour Anne-Charlotte, évidemment, c'est toute la vie qui bascule, c'est le début du deuil et une peine d'une violence inouïe. Et pour Marie-Alix, c'est la perte d'une nièce tant attendue, au cœur d'un postpartum déjà psychologiquement très difficile. Et c'est pour elle aussi une douleur immense qu'elle se voit obligée de taire parce qu'elle ne se sent pas légitime de se plaindre face à sa grande sœur adorée qui vient de perdre son bébé. Cette histoire est celle de 2 sœurs très différentes mais qui s'aiment plus que tout, qui prennent soin l'une de l'autre et qui ont toutes les deux vécu l'impensable, chacune avec son cœur de maman ravagé par un chagrin différent. Alors pour se protéger, pour se réparer, se soigner, elles ont eu besoin de s'éloigner quelque temps afin de mieux se retrouver et de venir ensemble raconter ce drame qui leur est arrivé et comment elles s'en sont relevées. Attention, cet épisode décrit une mort fœtale in utero. Nous vous recommandons donc de l'écouter avec précaution si ce sujet est sensible pour vous. Merci beaucoup. Bonjour les filles. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui entre sœurs. Oui. Je suis contente de vous offrir une escapade entre sœurs. C'est pas mal, hein. Alors, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Me donner vos prénoms, très longs. Oui. Me donner vos prénoms, vos noms, vos âges, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie et de qui est composée votre famille, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis Anne-Charlotte Thuette. J'ai 40 ans. Et je vis donc avec Cyril depuis 6 ans. Et j'ai un fils qui s'appelle Nino, qui a 8 ans, qui est né d'une première union. Et par la suite, nous avons eu avec Cyril donc Alba, il y a 3 ans, qui est donc décédée. Et la petite Lila, qui a 16 mois aujourd'hui. Très bien. Tu habites où avec Cyril ? J'habite à Bordeaux, enfin, dans une petite commune non loin de Bordeaux, mais on va dire Bordeaux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis décoratrice intérieure. Trop bien. Ouais. À toi, Marie-Alix. Alors moi, je m'appelle Marie-Alix, j'ai 36 ans, je suis mariée et j'ai 2 petites filles qui sont jumelles et qui ont 3 ans et demi, Mathilde et Juliette. Et voilà, je vis à Bordeaux aussi, dans Bordeaux, et je suis sage-femme. Merci quand même. Quel métier ? Au CHU, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ce que vous n'avez pas dit, c'est votre lien de parenté quand même. On est Nous sœurs. sommes sœurs. Voilà, vous êtes sœurs. Vous avez donc 4 ans d'écart. Oui. Votre entente a toujours été comme ça, fusionnelle, depuis toujours. Bon, on a eu des caps pendant notre enfance où forcément les 4 ans d'écart étaient plus négatifs à certains moments quand on était petite. Mais très rapidement, on va dire, quand on a commencé 12-16 ans, là, on a été vraiment très fusionnels. Ah ouais. Et là, on a commencé à vraiment être comme deux ados ensemble. Et là, il y a vraiment eu un truc... Vous êtes devenus très amis. Oui. Sœurs, amies, quoi. Ouais. Et vraiment dans le partage de notre quotidien, de C'était poser vraiment... des questions. Enfin, on partageait vraiment nos problématiques du moment, elle en tant qu'ado et moi en tant que jeune adulte. Ouais. Oui, parce que toi, Ancha, t'aurais pu être un peu saoulée par la petite sœur tu vois, qui te suit partout, qui t'admire, qui veut tout faire comme toi. Et ça a été le cas quand on était très jeune. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, j'ai été plutôt très protectrice avec ma sœur. Et je le suis toujours aujourd'hui. C'est vrai. Et tu l'as été plusieurs fois. Tout à fait. Alors que j'étais déjà bien grande. Ouais. S'il m'arrive des choses dans ma vie en général,
Elle peut sortir les pas griffes. gentille s'occuper des personnes qui peuvent Ouais, c'est nous vrai. faire du mal. Non, c'est Pas vrai. touche à la petite sœur. Non, pas touche. Ça, c'est toujours vrai. Ouais. Et toi, Marie-Alix, Ouais. comment tu la voyais, cette grande sœur de 4 ans de plus que toi, quand tu étais C'était ado? mon modèle, en fait. Chaque question que je pouvais me poser, je savais que ma sœur était là. Donc, c'était... elle m'aidait à m'habiller, à me maquiller. Voilà, mon premier petit copain, c'était elle qui savait où on allait, etc. C'était ma grande sœur. Quelle Et chance. ouais, On a juste eu une période après où on s'est un peu perdu quelques années. Quand mes parents ont déménagé en Grèce et qu'elle passait le bac. Et moi, je suis restée donc seule à Montpellier. Et puis eux, 3 sont partis vivre en Grèce. Wow. Et en fait, du coup, Ah bah oui, on s'est éloignement. émancipées l'une de l'autre. Et on a mis quelques années avant de se retrouver. Et c'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme Oui. à tes 23 ans pour ton anniversaire. Et elle m'a dit, Je sais de plus toute ce que j'ai façon, tu ferais pas partie de ma vie aujourd'hui. De toute façon, tu connais rien de moi. Et je t'ai Ben, dit, si j'ai un problème aujourd'hui, c'est pas toi que j'appelle. Ouais, Et exactement. ça a été le... Et là, moi, Ouh là là. ça a réveillé, enfin, ça a allumé une ampoule où je me suis dit, ah ouais, je l'ai peut-être mise dans le même sac que l'émancipation envers les parents, en fait. Et oui. Du coup, on s'est rapprochés et elle a décidé de vivre à Bordeaux pour être proche de moi. Elle est venue pour moi. Génial. Et depuis, on se quitte plus. Voilà. Quelles étaient vos conversations justement à cet âge ado, quand on devient femme et que on découvre la vie de grande. C'était quoi vos préoccupations, vos objectifs, vos rêves? On était déjà assez préoccupés par les études, l'avenir. Enfin, on vient Ouais. d'un milieu, on est fille de militaires assez traditionnels et je pense qu'on a été préoccupés par une forme de réussite sociale. Donc ça a été pas mal dans nos préoccupations. Mais on avait notre vie en parallèle où on était toutes les deux et on pouvait faire des trucs ensemble. Et Ok. Donc, il y a une dizaine d'années, quand vous vous retrouvez, vous en êtes où dans vos vies respectives? alors moi, à ce moment-là, je suis Ancha. en couple et je travaille dans une étude d'huissier à Bordeaux et j'ai un petit quotidien tranquille, pas forcément... si peut-être que je songe à avoir un enfant, mais j'ai une petite vie installée, Ouais. classique, quoi. Donc, t'es avec un mec dont t'es amoureuse? Non. Non. Mais tu te dis quand même Je suis que... avec un mec avec qui j'ai l'impression d'être pas trop mal. C'est pas l'amour fou, mais D'accord. voilà. Et toi, Marie-Alix, donc toi, tu rentres de Grèce où vos parents étaient mutés, c'est Oui, ça? mais moi, je suis rentrée de Grèce à mes 18 ans et demi, quand j'ai eu mon bac, que j'ai passé là-bas. Donc, je suis allée en région parisienne. Et en fait, moi, il faut savoir que je n'étais pas sage-femme initialement, et c'est une reconversion. Ouais. Initialement, j'étais ingénieure dans l'agroalimentaire. Ah oui. Et puis, quand j'ai souhaité me reconvertir en sage-femme, s'est posé la question d'aller en école de sage-femme, mais du coup en province, pour que ce soit moins cher, etc. Et voilà, et donc là, j'ai dit donc c'était mon copain à l'époque, on était ensemble depuis juste un an, que moi, je voulais faire ça. Et il m'a dit, je te suis. Et donc, on a décidé ensemble d'aller à Bordeaux. Et c'était en partie pour être effectivement auprès de ma sœur et quitter Paris. Parfait. Donc, on est arrivés Idéal. ensemble, tous les deux. Quelles étaient vos envies de construction de famille? Vous vous disiez quoi? Vous en parliez entre vous? Alors, elle, pas à ce moment-là. Mais moi, ça commençait à me trotter. Je l'ai pas trop anticipé, mon désir de devenir maman. Moi, je voulais pas d'enfant à l'origine. Ah oui. Ouais, j'étais un caractère assez libre et indépendant, et c'est vrai que j'ai jamais eu de fibre maternelle. Enfin, j'étais pas attirée par les enfants, j'étais pas, je sentais pas l'instinct me venir. Et puis, c'est juste. Un jour, j'ai cru que j'étais enceinte, j'ai paniqué, puis le test était négatif, et là, j'ai pleuré, et là, je me suis dit, en fait, voilà. Et donc, moi, c'est assez spontanément que l'envie est venue. Enfin, Oui, suite à ce test négatif, du coup, ça réveille quand même un truc. Tout à fait. Et donc là, vous vous y mettez, entre guillemets. Là, on s'y met. En pleine conscience. Oui. Et puis, en fait, je tombe enceinte très très rapidement. C'est ma sœur qui me met devant le fait accompli, parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, je pense pas être enceinte, et elle est en études de sage-femme, Ah oui. et elle sent que
il se passe quelque chose. Et elle Qu'est-ce me que dit, tu sens, Marie-Alice? C'est quoi les symptômes? La vérité. Oui, Ma non, mais- sœur vient prendre un café chez moi un matin et me dit « Regarde ma poitrine ». Ok. Et là, je regarde, je vois le réseau veineux. Je lui dis, mais fais un test de grossesse. Oui. Et donc, moi, j'étais hyper excitée. Le fait que ma sœur tombe enceinte, c'était mon rêve à ce moment-là. Je me disais, oh là là. Enfin, en plus, j'étais dans le milieu, donc il y avait Ah non, mais l'excitation. c'était un cas d'étude. Et elle était dans la même ville que moi. Donc, j'avais dit, je vais pouvoir m'entraîner sur elle. Mais donc, vous faites le test ensemble? Ah non. Non, tu as fait le test le lendemain matin de ce jour Ouais. où tu as pris le café, où je t'ai dit, tes seins, il y a un truc. Ouais. Et le lendemain matin, tu m'as écrit, tu m'as envoyé la photo du test Ouais. positif. Exactement. Ouais. Génial. Ouais. Donc, vous alliez pouvoir vivre cette grossesse côte à côte. Ouais. Toi, en plus, étudiante sage-femme. Génial. Et toi, donc, premier enfant désiré avec cet homme. Ouais. Comment s'est passée cette première grossesse? Alors très très bien. Ouais. Elle s'est parfaitement bien déroulée. Aucune fausse note, aucun souci à l'horizon. Et puis parfaitement cadrée par ma sœur qui. Mais oui, j'imagine. C'était comment, justement, de vivre une grossesse avec une sœur sage-femme? La moindre question, le moindre doute, enfin vraiment, je me suis fiée à elle à tout moment, à la moindre étape où j'avais un doute. Et puis elle checkait tous mes examens, elle checkait tout le temps. Ouais. Ah, c'était super. On se sent protégé quand on est l'une avec l'autre. C'est-à-dire que moi, si je suis gérée par ma sœur, le monde peut s'effondrer. J'ai une confiance absolue en elle. C'est un peu mon porte-bonheur. Et je pense que l'inverse est vrai. L'inverse, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que on a eu droit à un moment magique, c'est-à-dire qu'elle était étudiante à ce moment-là. Elle avait des partiels de prévus pour l'arrivée de Nino. Et en fait, elle parlait à son neveu en lui disant « Bon, tu peux arriver entre le 7 et le 11. Après, je ne suis plus disponible. Donc, s'il te plaît, voilà, il faut que tu arrives à ce moment-là. » Et puis, elle avait demandé une permission. Oui, c'est-à-dire que comme j'étais que étudiante, je n'avais évidemment pas le droit de l'accoucher, etc. Mais j'avais demandé l'autorisation de pouvoir être là quand elle serait en travail et de pouvoir assister, mais sans faire de gestes obstétricaux, mais d'être là. Et c'est un de nos rares privilèges de pouvoir faire ça. Donc, ça a été tu accepté par m'étonnes. la cadre de la salle de naissance à l'époque. Donc, j'étais sur le qui-vive. J'attendais qu'elle J'imagine, contracte ouais. et que on aille à la maternité. J'ai l'impression d'avoir vécu ma grossesse avec ma sœur et mon accouchement avec ma sœur. C'est-à-dire que elle était plus présente et plus importante que le papa à ce moment-là. Et c'est vrai que l'accouchement de Nino, c'était toi et moi, quoi. Parce Mais, que le papa était pas là. S'il était là, mais Je pense pas pas très investi. pas très investi. Et puis, je pense que je n'ai pas cherché à l'investir plus que ça. Ouais. Enfin, j'avais besoin de... Je vivais ça avec ma sœur, en fait. Et en fait, c'était parfait comme ça. Ouais, ton gars sûr, c'était ta sœur. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Et effectivement, quand elle a commencé à avoir ses premières contractions et qu'elle était chez elle, je suis venue immédiatement. J'ai pris mes fiches pour réviser, une bouteille d'eau, un pyjama, de quoi me doucher, un chargeur. Je me suis dit, là, je pars pour je sais pas combien de temps. Ah là là. Et j'étais chez elle et je comptais les contractions. Je l'ai envoyée au bain. Et effectivement, j'avais pris de quoi l'examiner en lui disant, si tu veux, je t'examine. Et comme ça, si c'est trop tôt pour la péri et tout, ça sert à rien qu'on aille à la mat, on reste géré à la maison. Bien sûr. Et donc, on a vécu cette soirée de contraction ensemble. Mon Dieu. Mais ça Et c'est devait moi être qui lui ai donné le feu vert en lui disant, extraordinaire. ça y est, donc je l'ai vraiment examiné sur son Ouais. canapé, en lui disant, c'est bon, là, t'es à 3 bons centimètres, on peut aller à la mat, quoi. Et là, seulement, elle a réveillé son conjoint de l'époque qui dormait. oui, qui dormait. D'accord. Voilà. Ouais. Ah oui, Ouais, vous vraiment. étiez vraiment dans votre bulle, quoi. Ouais. Toutes Ouais, les deux. Oui, oui. Donc, un premier accouchement assez idyllique, j'ai Totalement. l'impression, Ancha. Ben, Pour quelle chance. oui. Alors, parce que toi, tu l'as vécu comment, Marie-Alix? Parce que par là, ça s'est très bien passé. Par là, c'était, mais Côté Ancha. Ouais. quand on a Toi, débriefé tu plus tard. étais fébrile. Ouais. Et quand Ouais. on a débriefé plus tard, j'étais finalement très heureuse parce que c'était un accouchement qui était compliqué obstétricalement dans le sens où son Nino s'était positionné en regardant vers le haut. C'était un premier bébé, donc il avait du mal à s'engager dans le bassin. Donc la fin du travail a été extrêmement long. Elle avait très mal, on avait beaucoup de mal à la soulager. Et c'est vrai que elle se souvient peu de ça, mais moi, j'étais à côté à ce moment-là. C'était un travail pendant la nuit, donc moi, j'étais à côté d'elle, je la voyais avoir très mal.
C'était pas évident. Je révisais mes fiches en même temps, toujours. Ah ouais. Et j'étais en partiel la semaine suivante. Est-ce que tu ne l'as pas lâché Non, j'ai passé la nuit. Du travail jusqu'à la naissance de Nino. Non, voilà. Après, le travail a été très long à la fin. Et donc, ça a été un accouchement instrumental. Ah oui. Voilà. T'as eu les forceps? Oui. Tu t'en souviens quand même de ça? Oui, non, mais je me souviens. En fait, c'est juste que pour moi, c'était pas dur parce que je me savais hyper bien prise en charge parce qu'il y avait ma sœur. Il faut savoir que c'est un don, vraiment. C'est une sage-femme. C'est un don que t'as. Et donc, pour moi, il n'y a pas meilleur. Donc, moi, j'ai eu un vécu de l'accouchement qui était plus difficile Totalement. qu'elle. J'imagine. Qui me dit, moi, je l'ai hyper bien vécu. C'était génial. Quand il est arrivé, j'ai dit, déjà. Et ma sœur m'a dit, non, pas déjà. Non. Déjà, au bout de 47 minutes. Écoute, tant mieux. Oui, c'est vrai que c'est le principal. Ouais, c'était un très bel accouchement. Ah ouais, c'est quand même quelle chance de vivre ça, surtout pour un premier. C'était merveilleux et ça a donné le ton pour la suite. Enfin, moi, dans ma tête, tous mes enfants seraient accouchés par leur tante. C'était une obligation. Il fallait que Marie-Alix soit dans la pièce. Exactement. Oui. Donc toi, Ancha, t'es devenue maman, donc t'avais quoi, 31, quasiment 32. Ouais. Voilà, avec cet homme donc avec qui c'était pas l'amour fou. Du coup, votre histoire n'a pas duré. Non, en fait très rapidement, moi j'ai rencontré en fait mon compagnon au travail. Ah oui. Nino avait quel âge? 6 mois, 7 mois. D'accord. Et donc à ce moment-là, je me rends compte que sans qu'il se passe rien du tout entre nous, je me rends compte que je suis pas heureuse, que dans mon quotidien, le père de Nino n'est pas du tout aidant. Enfin, je suis malheureuse. Vraiment, je suis très malheureuse. Je me rends compte que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc, au 1 an de Nino, je pars. D'accord. Et je pars seule avec mon petit, en garde partagée, mais je veux dire, je n'ai absolument aucune histoire sentimentale. Je pars en gros pour personne, mais je me rends compte que ça ne matche pas, quoi. Ouais. Que je suis pas heureuse. Ok. Et là, donc c'est une seconde vie amoureuse qui démarre. Oui. Bien différente de la première. Oh oui, avec un compagnon très présent, très investi, très très attentionné, qui adore mon fils. Mais oui, c'est ça qui prend le package. Il prend le package mais il prend pas Nino parce que je suis avec lui. C'est que lui, il tombe en amour pour mon fils. Il se crée un lien entre eux avant même qu'il s'instaure une relation amoureuse entre lui et moi. Ah oui. Et quand on se met ensemble, je sens qu'il prend pas Nino parce que c'est mon petit bagage. C'est qu'il est heureux d'avoir Nino et il prend tout de suite une place auprès de lui. C'est une vraie histoire d'amour entre mon fils et mon compagnon. Ah aussi. là là. Et donc c'était comment avec ce nouvel homme là, les envies d'avenir? Qu'est-ce que vous vous disiez? À partir du moment où on s'est mis ensemble, on savait que c'était très sérieux. Ouais. Et du coup, ça allait avec... ça faisait partie des projets. Moi, j'étais pas partie pour avoir un autre enfant. Oui, parce que déjà que tu n'en voulais pas à la base. Non, et j'en voulais pas d'autres. Il a fait renaître le désir, vraiment. Et puis en fait, on a vécu tous les 3 pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et puis en fait, on a décidé de prendre un appartement ensemble. Et puis, en fait, le bébé, ça allait de soi. Lui, il me disait, mais pourquoi on attend? On en a déjà un, finalement. Voilà. Et donc, je suis tombée enceinte d'Alba très rapidement. Et là, Nino avait quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et donc, l'année où nous sommes tombées enceintes, finalement, à notre anniversaire, donc moi je suis du 16 mars, elle est du 23 mars. Donc pas de la même année, mais on a toujours fait notre anniversaire ensemble. En soufflant notre bougie, on a fait exactement le même vœu. On s'est souhaité de tomber enceinte parce qu'à ce moment-là, elle avait un désir d'enfant et moi aussi. D'accord. C'est vrai. Et donc, on s'est dit, après avoir fait qu'est-ce que notre tu vœu. vas souhaiter, toi? Moi, je vais souhaiter d'avoir un enfant. Ah ouais, moi aussi. Et en fait, on a soufflé notre bougie en souhaitant des bébés. Mais c'est trop mignon. Et votre vœu a été exaucé. Vos vœux ont été exaucés cette année-là. Oui. Combien de temps après, du coup, vous êtes tombée enceinte? C'est toi, Ancha, Ah non, c'est toi, Marie-Alix, qui est tombée enceinte pour la première fois. Ouais. Oui. Ça, c'était en mars. Et moi, je suis tombée enceinte de mes filles début juillet. D'accord. Voilà. Donc, le vœu en mars et le test positif en juillet. Ouais. Pas mal. Pas mal. Ah ouais.
rapidité d'exécution. Je sais pas Totalement. qui exécute vos vœux, mais Ça ça fonctionne. Est-ce que le taux de bêta-HCG a explosé? Est-ce que tu t'es douté qu'il y en avait 2? Non. Non. On appelle ça le déni, effectivement. Il faut aussi Oui, juste parce que pour dire une sage-femme- que notre maman est jumelle. D'accord. Donc, elle a un frère jumeau. Donc, en plus, ce sont donc des faux jumeaux puisqu'ils sont Oui. filles-garçons. Mais c'est ça qui est Et c'est héréditaire. exactement. Donc, et qui saute une génération. Donc, ma mère n'ayant pas eu d'enfants jumeaux, on était toutes les deux. Effectivement, si on respectait cette loi de l'hérédité, c'était possible que l'une de nous ait des Et jumeaux. oui, ça, vous l'aviez en tête. Ouais. Ah, Moi, lui, moi, mais pas l'autre tant. pas. Mais moi, pas tant. Et je pense qu'ayant vu ma sœur avoir Nino avant, c'était même pas un sujet pour moi. C'est-à-dire que c'était évident qu'il y en aurait qu'un. Je crois que la gémellité, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. C'est marrant quand même. Le déni. Le déni. Totalement. Total. Et effectivement, mon taux de bêta-HCG était très élevé très tôt, déjà. Mhm. Très élevé très tôt. Et quand j'ai recontrôlé, oui, ça a quadruplé, en fait. Ça a quadruplé. Au lieu de doubler. Au lieu de doubler. Et là, Alors, tu ça t'es toujours pas dit... Maintenant, Hmm. mais aussi parce que ça peut, c'est-à-dire que l'important c'est que ça double pour que ce soit évolutif, Certes. mais ça peut aussi tripler, quadrupler sur un seul et Oui. même enfant. C'est Oui. possible. Donc moi j'étais toujours dans mon ça évolue super bien et j'avais des copines de mon milieu professionnel autour de moi qui me disaient mais Marie-Alix et qui me charriaient en me disant tu vas voir, ce sera des jumeaux. Et je disais non mais arrête de me souhaiter ça. Non. Parce que ça n'était pas un souhait. A priori, non. Non, vraiment. Alors maintenant, je vois la gémellité autrement parce que je vois le lien entre mes filles et que je pense que c'est un vrai cadeau de la vie d'avoir eu mes filles jumelles. Donc je me sens très privilégiée, mais maintenant. Quand c'est arrivé, c'était pas du tout une bonne nouvelle. Quelles a priori, quelles craintes tu avais sur cette grossesse gémellaire? Alors, j'avais des craintes qui étaient liées au fait que je travaille dans ce milieu et que, du coup, je mesurais vraiment à quel point une grossesse gémellaire peut être plus compliquée qu'une grossesse simple. Donc, je pense que j'avais des inquiétudes médicales. J'étais vraiment biaisée et je me disais, c'est une grossesse plus à risque. Donc, il y avait cette part-là. Et puis, il y avait le fait que même si j'avais très envie de devenir maman, j'avais aussi très peur. Moi, je ne suis pas devenue maman de façon sereine. Comme ça a pu être le cas pour ma sœur. Donc moi, même pendant la grossesse, voilà, j'avais ces appréhensions et je crois que le fait qu'elle soit 2, ça a vraiment décuplé ce sentiment. Je me suis dit, mais on va devenir parents en même temps de 2 enfants. J'étais inquiète pour mon couple, pour comment on allait s'en sortir. Le logement n'était pas adapté, nos familles n'étaient pas là. Je crois je me suis dit, ça mais bousculait beaucoup de choses. Ouais. Et alors, à un moment, tu as quand même été obligée d'accepter qu'il y en avait 2 dans ton ventre. Oui. Comment ça s'est passé ce jour-là? C'était à l'écho? C'était... Ouais. Alors, c'est très drôle maintenant a posteriori. Et c'est un petit peu le défaut de travailler à l'hôpital, c'est qu'on se fait des petites échos tout le temps entre nous. vous. Quoi. Et ce jour-là, et je me rappelle de la date parce que vraiment, j'oublierai jamais. En août 2021, je suis de garde aux urgences obstétricales avec mes collègues et il se trouve que ce jour-là, on est 3 très bonnes amies à être de garde ensemble. Et elles font partie de celles qui sont dans la confidence de cette grossesse que j'avais évidemment pas encore dévoilée au travail. Et elles me disent, bah tiens, regarde tout à l'heure, enfin si à un moment dans la journée on a le temps, on prend un box et puis on prend un appareil d'écho et on regarde un peu. Donc elle met la sonde en intravaginal et effectivement l'image est nette directement. L'image est nette. On voit vraiment mon utérus et deux poches noires. Et pour le coup, vraiment, il n'y avait absolument pas besoin d'avoir un diplôme d'échographie pour voir qu'en fait, il y avait juste 2 poches, quoi. Voilà. Et là, j'ai fondu en larmes. Mais vraiment. Ah ouais. Ouais, j'ai fondu en larmes, mais une panique, une angoisse, vraiment, ouais. T'as été submergée. J'ai été submergée, Et donc là, on a tenté encore de dire, peut-être que, je sais pas faire une écho, mais à 1 mois de son diplôme, je lui dis, mais non, là, en fait, même moi, je vois. Après, on s'est dit, mais l'appareil d'écho n'est pas très bon. Enfin, vraiment, on a tenté toutes les fuites possibles. Ah ouais. Et donc, on est allé dans une autre salle avec un meilleur appareil d'écho, entre midi et 2, quand la salle d'écho était libre. Et sur un meilleur appareil d'écho, on a juste encore mieux vu les vésicules vitellines. Et ensuite, on a appelé une des gynécos
Parce que donc mon amie m'a dit mais attends, je préfère quand même qu'on vérifie avant que bien sûr. Et donc elle appelle une gynéco avec qui on s'entend bien, qui dit je suis sur la route, j'arrive, je suis là dans une demi-heure. On a dit rejoins-nous aux urgences. Et elle est venue et mon amie lui montre le cliché qu'elle avait imprimé et elle regarde le cliché, elle me met la main sur l'épaule, elle me dit je vais refaire l'échographie mais franchement j'ai pas de doute. Et donc elle refait l'échographie et elle me dit oui, et les deux sont très bien, ont l'air de très bien évoluer et je pense que d'ici 3-4 jours il y aura des cœurs. Voilà. Et là, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu. Elle m'a tendu des mouchoirs. Et, voilà. Et il était 11h du matin sur une garde de 12 heures au travail. Ah oui, c'est ça. C'était le début d'une garde. Ouais. Mon Dieu. Erreur. Oui, voilà. Note pour plus tard. Note pour plus tard, ne jamais refaire ça. Ne jamais refaire ça. Mauvaise idée. Voilà. Donc, qu'est-ce que... je passe ma journée à pleurer. Mais vraiment, ma journée à pleurer. T'as appelé ton mec ? Non. Je me suis dit, pas par téléphone. Parce que il va être choqué et on va pas pouvoir en parler, voilà. Et puis j'étais au travail, donc il y avait aussi un flux de patientes qui arrivaient aux urgences. Donc les filles, mes amies, du coup, les 2 autres sages-femmes ont essayé d'en voir un max. Moi, franchement, je pense que les patientes ont dû se dire mais changez-moi de sage-femme. Il y a une catastrophe qui est en train de se passer. C'était pas au max. Non, et je pense que j'étais pas une sage-femme rassurante ce jour-là, je pense. Donc oui, il valait mieux pas que tu sois trop au contact. J'ai dû voir quelques patients. patientes par la force des choses, mais très peu. J'ai pas du tout été au max dans ma journée. Elles ont bien subi la journée aux urgences pour que moi je sois, parce qu'en fait j'étais incapable. T'étais sous le choc. Et puis je suis rentrée le soir du travail avec une tête de la personne qui a pleuré pendant des heures et voilà. Et donc mon mari l'a vu immédiatement. Il me dit t'as fait une fausse couche. Et je lui ai répondu non. Et je lui ai juste fait le signe de 2 doigts. Je lui ai montré 2 doigts en lui disant il y en a 2. Et il m'a dit quoi ? On était assis à gare sur le canapé. Et je pense qu'on alternait les phases de... C'est lui qui arrive à avoir un moment de OK, on va le faire. Et moi qui suis dans le mal. Et après, à l'inverse, lui me disait mais... Alors évidemment, on en rigole, mais c'est une réalité. Il a tout de suite pensé, mais la voiture et le machin, voilà. Eh ben oui, et logistique, exactement. pratique. Et moi, j'étais dans d'autres considérations, mais on était tous les deux en panique. Ah faut encaisser une nouvelle comme ça. C'est pas rien. J'ai mis beaucoup de temps. Je saurais plus dire, mais j'ai mis du temps. Tu te souviens pas du moment où tu as embrassé cette grossesse gémellaire pleinement ? Je l'ai pas vraiment embrassée, en fait. Ah non. Non. Toute la grossesse a été compliqué. Ouais. C'est-à-dire que j'ai aimé mes filles énormément in utero et je me souviens m'être dit, ça y est, je suis piégée parce qu'en fait, je les aime déjà tellement que de toute façon, je souffrirais pour... si je suis vouée à souffrir. C'est un piège d'amour, en fait. Je les aime déjà trop et j'ai paniqué de les aimer trop. Donc, j'ai aimé mes enfants in utero, mais tellement. Mais j'ai paniqué toute la grossesse. Et alors toi, Ancha, comment tu apprends cette bonne nouvelle finalement comment t'apprends la nouvelle ? Ma sœur me dit, m'annonce, je suis enceinte, donc moi, trop contente. Et il y en a 2. En fait, pas du tout surprise parce que comme on l'a dit tout à l'heure, même si elle était dans le déni, en tant que fille de jumelles, on savait qu'on avait quand même de fortes chances que ça puisse nous arriver. Donc, tu étais totalement consciente de ça. Pour le totalement. Et donc, quand elle me dit il y en a 2, je tombe pas des nues non plus, quoi. Mais je suis trop contente. Et est-ce que tu te dis à ce moment-là, ça serait cool que je me synchronise ? À ce moment-là, moi, je suis pas loin d'être enceinte aussi, parce que je suis tombée enceinte quelques jours après. Ah oui, après c'est l'annonce. Ça. Ouais, je sais pas quelle date c'était. Je crois que c'était le 11 août que tu m'as appelée. Et donc, je suis tombée enceinte le 15 août. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, moi, à ce moment-là... Stimulé. Ça l'a réveillée. Et donc, là, on prend conscience que nous sommes enceintes en même temps. Avec combien de... Un mois d'écart. Ouais. Moi, j'étais à terme... 7 avril et toi et moi 11 mai du coup. Ah ouais, vraiment quasiment pile un mois. Ouais, exactement. Et alors ça vous fait quoi d'être enceinte ensemble et de vous dire que vous allez vivre une grossesse en simultané? On fantasme l'arrivée de nos bébés. On se dit ça va être super, on va en avoir 3, on sera 2. On n'habite pas loin l'une de l'autre, donc on se dit mais ça va être génial, on va pouvoir passer nos journées en congé mat ensemble avec nos bébés. Se soutenir,
on se projette sur une vie de tante et de maman ensemble avec 3 bébés. On apprend que ce sont 3 petites filles et en fait, on se dit 3 petites filles à 1 mois ou 2 d'écart en habitant dans la même ville. Ouais. Ça va être incroyable. Elles génial. seront comme des triplés. Et, Voilà, exactement. Bah, bien sûr. Et moi, je me souviens que c'était une énorme part de soulagement pour moi de savoir finalement qu'elle allait être en congé mat avec son bébé en même temps que moi. Je me suis dit, ma grande sœur qui est déjà maman, qui en plus a un enfant en garde partagée, donc qui la moitié du temps n'a pas son aîné, en fait, elle va réellement pouvoir être tout le temps avec moi. Et je me suis dit, quand mon mari reprendra le travail, en fait, ma sœur, ça va être ce soutien dont je pense j'aurais besoin. Et ça avait un peu atténué mes angoisses. Je m'étais dit, mais en fait, les premiers mois un peu difficiles, elle sera avec moi et on sera 2 mamans pour 3 bébés. Et je crois que j'ai un peu fantasmé ça. Oui. Bah, ce qui est tout à fait rassurée. compréhensible, qui était un scénario De rêve. De rêve pour nous, ouais. Donc, comment se passent ces 2 grossesses en parallèle ? Toi, Marie-Alix, j'ai compris que finalement l'anxiété ne t'a pas quittée. L'anxiété ne m'a pas quittée. C'est une grossesse dont je n'ai pas profité, alors que pour le coup, moi, je rêvais l'état de grossesse vraiment. Ouais. Et finalement, j'ai eu cette sensation que c'était gâché. Je crois que j'ai déjà vécu cette grossesse un peu en faisant un deuil de quelque chose, parce que finalement, je me disais, on veut 2 enfants et on les a. Et en fait, profite, parce que finalement, tu vas tout vivre qu'une fois. Je découvre les choses et en même temps, j'en fais le deuil. Et c'est vrai que ça a été très tôt pour moi. Les premiers mouvements, je me suis dit, bah ça y est, tu sentiras plus jamais ces premiers mouvements d'un bébé. Et à l'accouchement, je me suis dit, ça y est, je rencontrerai plus jamais un bébé. Quand j'ai arrêté d'allaiter, ça a été un deuil terrible. J'allaiterai plus jamais. Et en fait, j'avais l'impression, et ça me le fait encore aujourd'hui, mes filles ont commencé à parler, bah ça y est, les premiers mots c'est fini, les premiers pas c'est fini, et en fait c'était classé. Que des premières et des dernières fois en même temps. Et en même temps, voilà. Et ça, moi, ça m'a très tôt. J'ai pris conscience de ça et je me suis dit, mais en fait, moi, je me suis fait berner par la vie. Je l'ai vécu comme ça. Est-ce que tu t'es fait aider psychologiquement pour accepter ? Mais évidemment. Non, évidemment. Les cordonnières les plus mal chaussées. Alors qu'avec du recul aujourd'hui. Oui, ça aurait peut-être été pas mal. Et puis, j'avais déjà des signes avant-coureurs de ce qui allait m'arriver. Mais je crois que j'étais déjà partie dans il va falloir assurer. Et en fait, j'avais déjà débranché les choses et ça a été le début je mets des œillères et maintenant, il faut y aller. De toute façon, c'est là. Oui, une grossesse vraiment sous le signe du déni. Ouais. Du début à la fin. Oui. Sur plusieurs sujets. Oui. Mais... Et ça a été jusqu'à la fin de ma grossesse où j'ai fait une prééclampsie à 34 semaines. J'avais déjà des premiers signes de prééclampsie clairement à la maison et je n'ai jamais consulté parce que je n'ai même pas envisagé que ça puisse être une prééclampsie, alors que j'avais un flou visuel avec des céphalées, des maux de tête. Bon, et finalement j'ai consulté pour autre chose aux urgences et la raison pour laquelle j'ai consulté infirmier, ça n'arrive pas, mais par contre, je suis jamais ressortie parce qu'en fait, à 34 semaines, on m'a dit, non, ma collègue m'a dit, mais Marie, que tes tensions, elles sont toutes mauvaises. Et puis voilà, les protéines dans les urines, la prééclampsie, quoi. Donc, tu as fait une prééclampsie à 34 semaines. 34 semaines, donc hospitalisation. Oui. Et on attend le plus longtemps possible, mais on attend à l'hôpital. On attend à l'hôpital, donc je n'ai pas eu le droit de sortir. Donc je suis partie à ce moment-là en ne pensant pas du tout venir pour une prééclampsie, etc. Et donc je pensais rentrer chez moi. Donc bon, j'ai pris une culotte au cas où on m'hospitalise une nuit, mon dossier de grossesse. Et j'ai laissé un peu mon appartement en l'état, avec la chambre des filles qui venait d'être finie le week-end même. On était, ça y est. Et je me souviens m'être dit, c'était un lundi, je me souviens m'être dit, ça y est, la chambre est prête, l'appart est prêt. Je suis à 34 maintenant. Je vais vraiment profiter de la fin de ma grossesse. Le soir, j'étais aux urgences et je m'en suis jamais sortie. Ah là là. Toi, Ancha, donc tu vis en parallèle une grossesse qui se passe comment ? Moi, c'est simple. J'ai un enfant. On a juste une petite frayeur au mois de mars, donc 2 mois avant l'accouchement, sur, je crois, la dernière échographie, où il semblerait que la petite avait un risque C'était une hypertrophie du clitoridienne. Oui, C'était voilà. Une anomalie sur l'image des organes génitaux, en fait. Il a fallu faire une vérification à l'hôpital. Et en fait,
ça a été parfaitement résolu, écarté. On nous a dit non, mais tout va bien. Au final, on a eu une mini frayeur au mois de mars et ensuite on repart serein. Mais ça a quand même ébranlé une sérénité que j'avais pendant ma grossesse où là, d'un coup, je prends conscience que là où Nino, j'ai eu zéro inquiétude, pour cette petite, j'étais quand même un peu plus angoissée. J'avais conscience que ça pouvait mal se passer finalement. Ouais, ça allumait un petit signal qui n'existait pas avant. Non, exactement. Et alors, toi, Ancha, pour ta première grossesse, donc on a compris que ta sœur était plus que présente. Ouais. Là, pour cette deuxième grossesse, c'était plus du tout la même chose. Comment ça s'est passé entre vous? Parce que toi, Marie-Alix, c'était vraiment dans ta problématique, ta gestion de tes émotions, de tes angoisses. Je me suis pas sentie présente pour ma sœur du tout. Tu pouvais pas. Par la force des choses, j'étais prise dans ma propre vie, etc. Comment t'as vécu ça, toi, Ancha? C'est vrai que spontanément, elle venait pas à moi comme elle l'a fait pour Nino parce qu'elle était dans sa grossesse et dans ses inquiétudes. Mais néanmoins, on était quand même en échange constant. Et celle qui avait besoin d'être rassurée était rassurée par l'autre. Par l'une ou l'autre. Mais donc, j'ai pas ressenti de manque. On avait quand même prévu que pour mon accouchement, elle soit là. Puisque à ce moment-là, on se disait, elle pourra laisser les petites pour la nuit. On espérait et c'était projeté qu'elle serait là. Elle serait en congé mat, mais elle viendrait. L'hôpital, c'est chez elle. Elle a ses entrées. Donc, c'était prévu qu'elle soit présente à mon accouchement dans tous les cas, ou du moins qu'elle ferait son possible pour être la plus présente possible. Ok, donc toi, Ancha, une grossesse peut-être un tout petit peu moins sereine au moment de cet écho-là, mais sinon... physiologiquement, médicalement, il y avait rien d'alarmant. Non, rien du tout. Et tu n'étais pas du tout aussi angoissée que ta sœur. Non, mais moi j'avais... T'étais déjà maman. Voilà, j'étais déjà maman, j'en avais qu'une. La seule nouveauté, c'était le compagnon. D'avoir un papa présent, d'avoir une vie de couple épanouie et de famille épanouie, et d'avoir une fille, tout simplement. Et ça, c'était... j'étais aux anges. Oui. Ok, donc deux vécus vraiment différents. Radicalement différents pour ta première grossesse, Marie-Alix, et ta deuxième, Anne-Charlotte. Donc, toi, ton hospitalisation, Marie-Alix, elle a duré 3 semaines avant. Avant, oui. Alors, comment s'est passé le jour J ? Est-ce que donc c'était tes copines qui étaient là? Et c'était prévu, c'est-à-dire que c'est aussi le privilège qu'on a, c'est qu'on choisit qui nous accouche, etc. Donc moi j'avais ma team prévue. T'as fait ton casting. Ouais. Moi j'avais ma team prévue. Ta team rêvée. Exactement. Ouais. Et je leur avais demandé et elles savaient depuis des mois toutes que elles seraient à mon accouchement et qu'elles seraient réquisitionnées. C'est quand même génial. Même si elles ne travaillaient pas, etc. Accoucher avec ses copines, mais quel rêve. Ouais. Elles sont arrivées le 8 mars. Le 8 mars quelle classe. La classe. Ah ouais, trop la classe. Elle devait naître le 10, du coup, à 37 semaines, le 10 mars. Et en fait, le 7 mars, tout s'est accéléré. Tout s'accélère, mes tensions deviennent incontrôlables avec 2 traitements, 3 traitements. En fait, avant d'arriver au 3e, le gynéco, du coup, que je connais, me dit, bon, là, stop, on est à 2 jours du terme. Donc, en fait, on va te déclencher demain. Bon. Donc, le soir, je me dis, c'est ta dernière nuit. Et là, je suis rentrée dans c'est ta dernière nuit où tu les sens bouger. C'est ta dernière nuit avec ton ventre, avec tes bébés que pour toi. Et donc, en fait, là, je suis rentrée dans ce truc de deuil, c'est ma dernière soirée. Et je pleurais en me disant, c'est ma dernière soirée enceinte. Et ça m'arrivera plus jamais de ma vie. Mais j'étais vraiment dans quelque chose... Mais t'étais pas impatiente de les rencontrer? Si, mais en même temps, j'avais tellement d'angoisse de les avoir par deux. D'être responsable de 2 êtres humains. Et j'étais impatiente de les voir, de les rencontrer, mais en même temps, j'avais déjà l'impression de partager tellement avec elles, in utero. C'est-à-dire que je savais que là, il y avait Juliette, là, il y avait Mathilde, et en fait, quand il y en a une qui bougeait, je savais que c'était elle. J'avais l'impression d'avoir ma vie avec mes petites filles, en fait. C'est fou, quand même. Et je me disais, quand elles seront là, en fait, ça y est, il va y avoir les risques de maladie. Enfin, voilà. Et puis, ça va être les galères, et puis le sommeil, et puis, voilà. Et en fait, j'ai commencé à... tout prenait des proportions. Ouais, en fait, j'avais peur d'avoir des jumelles. Tout simplement. Et tant qu'elles étaient in utero, tout ça n'était pas réel, et c'était presque que du bon. Et j'appréhendais l'accouchement pour ça. Alors, sont-elles nées par voie basse? Oui.
Oui. Oui, elles sont nées par voie basse. J'ai été déclenchée le matin du 8 mars et elles sont nées à 20h30, à 10 minutes d'écart, par voie basse toutes les deux. Le Merveilleux. Et alors, la rencontre? Eh ben, en fait, déjà, je me souviens que quand je poussais pour Mathilde, j'entendais le rythme cardiaque de la deuxième Juliette, qui n'était pas très bon. Et je me disais, il faut qu'on se dépêche pour Mathilde parce qu'on doit avoir accès à Juliette pour sortir vite. Et donc, déjà là, je me suis dit, ça y est, tu peux même pas profiter d'une, que tu es déjà en train de t'inquiéter de l'autre. Et ça a commencé là. Voilà, je me suis déjà dit, mais en fait, c'est dès maintenant que t'es entre les dans deux. Cette tu mécanique. pousses pour l'une et tu t'inquiètes pour l'autre. Je me suis dit, ça y est, c'est le début. Donc, on me montre Mathilde. En fait, je suis un peu inquiète pour Juliette et je la vois. Et ce que je vois, c'est pas ma fille, je t'aime, donnez-la-moi. C'est elle est là et il y en a une deuxième qui arrive. Et panique à bord. Je n'ai pas aimé mon accouchement qui s'est médicalement très bien passé. Et aujourd'hui, c'est un trou noir pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai aucun souvenir de mes filles sur moi au bloc. Heureusement que j'ai des photos. Ah ouais. Mais blackout total complet de mon accouchement. T'étais presque en dissociation. J'ai été complètement dissociée. Ouais. En fait, disons-le. Disons-le, j'ai été dissociée. Ouais. Et là, première tétée, mais tout ça, c'est pareil. Je ne vois que des photos. J'ai aucun souvenir. Voilà. Donc, il y avait le projet de les allaiter. Oui, en mixte. M'étais mis, te mets pas la barre trop haute. Mais j'avais envie de connaître l'allaitement maternel. Et je m'étais dit juste pour que mon mari puisse m'aider, etc. Et en plus, comme elles vont pas être très grosses, on va directement partir sur un mixte pour qu'il y ait aussi des bibes et que l'allaitement, ce soit pas du stress sur des petits poids, etc. Voilà. N'ajoutons pas du stress au stress. Exactement. Et je pense que c'était une très bonne chose. Parce que de toute façon, dès le début, avec leur poids, etc., elles ont dû avoir des compléments de lait enrichis et tout ça. Donc, c'était très bien comme ça. Mais du coup, j'ai quand même fait la première tétée avec les deux en même temps, au sein en même temps, en salle de naissance. Et ça, tu t'en souviens? Non du plus. Tout. Non, pas du tout. Je ne vois que les photos. Ancha, comment vous avez vécu, vous, de l'autre côté, cette naissance? Vous étiez pendue au téléphone, moi, j'imagine. Super inquiète. Parce que j'avais déjà accouché et que je me retrouve un peu... comme ma mère a toujours dit, quand ta fille accouche, il y a quand même une inquiétude ingérable, voilà. Et puis tu te sens impuissante. Ouais, donc du coup, je vis à distance avec inquiétude, mais je suis folle de joie. Et quand j'ai la photo de mes nièces et tout, je pleure. Enfin, je suis super contente. Et ça, c'est d'autant plus fort que je me dis que la mienne arrive bientôt, quoi. Et oui. En fait, vu qu'on vit ça en parallèle, c'est vrai que... Oui, presque en simultané. Elle a fini. Donc là, c'est bientôt mon tour. Ça rend mon accouchement plus proche, plus palpable. Oui, et plus puis, concret. T'es la prochaine à devoir sauter en parachute. C'est ça. Là, Et puis, sur les 3, sur nos petites triplés, il y a les 2 premières qui sont arrivées. Il n'y en a plus qu'une qu'on attend. Et donc, c'est déjà un peu le début de l'aventure qui commence. J'ai trop hâte de les voir. Enfin, j'attends qu'elles rentrent. Quand est-ce que se fait la rencontre? Quand tu rentres chez toi, Marie-Alix? Là, Ancha, enceinte jusqu'aux oreilles, rencontre ses deux petites nièces. Ouais. Et là, je tombe en amour devant mes petites nièces qui sont microscopiques. Par rapport à ton Nino, c'est ça. Alors déjà, Nino, c'était un bon bébé. Et puis là, j'ai 2 petites... elles sont minuscules. Des crevettes. Et je me souviens que voilà, je porte Mathilde, elle est au creux de mon épaule, elle est toute petite, et voilà, je me délecte de ces moments en tout le temps me réjouissant de l'arrivée de la nôtre. Il y a même une fois où vous nous les avez laissés pendant quelques heures en garde, et Cyril en a une en porte-bébé, moi l'autre, enfin dans les, je me souviens. Dans les écharpes. Dans les écharpes, on a chacune la nôtre. Moi, je suis enceinte. Et puis, on se réjouit d'attendre la nôtre quelques semaines après. Donc, on vit la rencontre avec nos nièces avec beaucoup de bonheur. Donc, ça vous met déjà dans le bain d'un nourrisson à venir. Tout à fait. Là, j'imagine que ton mec aussi, qui n'a pas eu... Là, il ressent, il commence à ressentir les prémices de ce que sera un peu notre vie pendant l'espace de quelques heures. On donne des biberons, on change des couches, on a des petites crevettes dans les bras. Voilà, ça ne fait il y a que... de quoi se projeter. Voilà, exactement. À quelques semaines de son accouchement. Ouais.
Donc toi, Ancha, tu vis un dernier mois de grossesse Au repos, serein, tranquille. Tout est prêt. Non, la chambre n'est pas prête. Par exemple, on a acheté, mais on n'a pas fait la chambre. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Elle est pas faite. Et à ce moment-là, donc il y a pas de lit. Si. Alors le lit est monté, mais par exemple, moi étant décoratrice intérieure, j'ai pas. Enfin, les murs sont pas peints. Je voulais Alors que poser tu avais une tapisserie. prévu un J'ai truc tous les spécial. éléments, Ouais. mais c'est pas fait. D'accord. Et alors, comment ça va se passer? Donc, elle est prévue pour le 11 mai. Et le 11 mai, donc jour du terme, comme elle n'était pas arrivée avant, on me prévoit donc le 11 mai au matin une visite à l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Et donc, ensuite, on part sur un suivi toutes les 48 heures pour vérifier que classique. tout est bon. Quand on dépasse la date, Exactement. c'est le truc, le protocole. Là, je tombe sur une sage-femme adorable. On fait l'échographie et vraiment, Alba va très très bien. Enfin, je veux dire, tout se déroule à la perfection. Elle a un rythme cardiaque qui est parfait. Tout va bien. Elle me propose à ce moment-là de faire un décollement des membranes en me disant, il y a tout qui est bon. Donc moi, tout de suite, je textote ma sœur. Elle me propose un décollement des membranes. Qu'est-ce que t'en penses? Donc ma sœur me dit, franchement, aucun souci. Si tu en as envie, feu. Donc elle me fait un décollement des membranes et moi, je repars boire le café chez ma sœur. Elle m'appelle. Je réponds au téléphone, je lui dis comment ça s'est passé, mais moi, je me retiens de pleurer à ce moment-là parce que je suis sous l'eau avec mes 2 bébés. J'attends de savoir comment ça va pour elle. Elle me dit, tout va bien, nickel, Alba, nickel, moi, nickel. Je suis reconvoquée le 13 mai, après-demain, dans 48 heures, sauf si il se passe quelque chose avant. J'ai fait mon décollement, voilà. Ok. Tu l'appelais déjà Alba? Enfin, vous avez le prénom, oui, elle était nommée. Longtemps. Oui, elle était nommée depuis longtemps. Oui, d'accord. Tout à fait. Et moi, je partage les prénoms parce que... Tu es de cette team-là. Ouais, parce que j'identifie mes enfants et... Ouais. T'as pas de problème avec ça? Oui, je suis pas touchée par le jugement des autres. On peut me dire j'aime pas, je m'en fiche. D'accord. Mon enfant s'appelle comme ça et je l'avais fait pour Nino à 3 mois. Tout le monde savait que c'était Nino. Oui. Et Alba, c'était pareil. Okay. Donc, quand on a décidé Alba, c'était Alba. Et donc Alba va bien, toi tu vas bien. Et là, toi, t'es au bout du rôle avec tes filles, donc, qui ont un mois et demi. Le 11 mai, elles sont nées le 8 mars, donc elles ont 2 mois. Elles ont 2 mois. Cap difficile, et parce que mon mari vient de reprendre le travail 15 jours avant, parce que voilà. T'es à 2 mois postpartum de jumelles. Ouais, je suis dans le dur. Oui. Je suis dans le dur. Et peu d'heures de sommeil au compteur. Ouais, peu d'heures de sommeil et beaucoup de solitude. Enfin voilà, le mari qui a repris le travail, mes amis travaillent, mes parents sont pas là, elle commence la crèche en septembre. Moi je suis partie pour des mois toute seule avec mes 2 bébés la journée, qui ne dorment pas au même moment, mais ce qui est bien évident à 2 mois, qui n'ont pas de rythme de sommeil, pas de rythme la journée. Et donc moi je suis constamment, si c'est pas l'une, c'est l'autre, une en écharpe, l'autre un peu sur le tapis d'éveil, mais ensuite j'échange et puis j'étends la machine en ayant l'une en écharpe et puis l'autre pleure et puis c'est du non-stop. C'est du non-stop. Donc voilà, et donc elle sent au téléphone, je pense, que ma voix est un peu fébrile, voilà. Oui. Et elle me dit, et toi ça va? Et là je fonds en larmes et je lui dis que j'en peux plus, que je n'ai pas pris ma douche, il doit être midi, je sais pas, que je n'ai pas pris ma douche, que j'arrive pas à les poser, que les 2 veulent être dans mes bras, voilà. Et que t'en peux plus. Que j'en peux plus. Et elle me dit, écoute, moi je suis en congé mat, je sors de ma consulte de terme, j'ai rien à faire, Nino est à l'école, enfin bon, j'arrive. Ouais. Voilà. Et donc, elle vient passer la journée avec moi. Et là, moi je suis hyper heureuse, elle arrive, je suis en pyjama, je pleure, je suis débordée. Et en fait, là, c'est le premier souvenir que j'ai, vraiment, de ma sœur enceinte d'Alba, où j'ai l'impression que je prends conscience seulement maintenant qu'en fait, là, elle est là, elle est dans son ventre et c'est ma nièce et elle va... Et en fait, le fait d'avoir mes filles et d'être moi sortie de mon état de grossesse, etc., je me dis, ça y est, en fait, je commence maintenant à réaliser que, ok, je vais être tati une 2e fois. Mais jusque-là, j'allais être maman. Donc, en fait, tati, c'était secondaire, en fait. Bien sûr. Donc, elle m'aide, on file des bibes, voilà, on parle, on fait des bibes, on change des couches. Enfin, tout ça, quoi. Elle me les garde un peu pendant que je prends ma douche, voilà. Et là, je me dis, c'est chouette. Et puis, il y aura Alba bientôt, etc. Et je me souviens que je parle à son ventre pour la première fois. Je parle à Alba pour la première fois.
alors que Nino, j'avais passé la grossesse à lui parler. Et là, je parle à Alba pour la première fois et je lui dis que je l'attends, que j'ai hâte de la rencontrer, que ses cousines l'attendent, etc. J'ai l'impression de sortir la tête de plusieurs mois de tunnel et de prendre conscience que, en fait, voilà, c'est bon, je suis maman, c'est fait, mais maintenant, il y a Alba qui va arriver, quoi. Et elle commence à contracter un petit peu, pas douloureusement, pas régulièrement, mais quand elle part de chez moi vers 17h, elle me dit ça travaille. Donc on est un peu dans cette attente. Oui, puis elle a gigoté fort. Elle fait des mouvements assez j'ai vraiment très tonique dans le ventre et je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive quoi, enfin voilà, vraiment hyper punchy, enfin je sens des secousses quoi. Elle s'énerve. Et puis je dis au revoir à ma sœur, à mes nièces, on rentre à la maison et puis moi je me repose et donc au bout d'un moment vers 22h30, donc je lui dis je contracte, je me suis sur une appli, j'envoie à ma sœur, elle me dit bon allez va à l'hôpital. Donc à ce moment-là avec mon compagnon ça y est, on commence à réaliser qu'on va à l'hôpital, que c'est chouette, qu'on va rencontrer notre fille. Voilà, on dit à tout le monde qu'on part. Et voilà, et puis on arrive à l'hôpital, on se filme, enfin, on est dans la joie vraiment départ. Moi, j'écris en plus à mes copines sur notre groupe en leur disant « Les filles, ça y est, ma sœur arrive, elle est dans la voiture. » Et je me souviens que j'écris mot pour mot « C'est un deuxième, ça va super bien se passer, je vous sers un petit cadeau, quoi. » Donc j'écris à ma sœur, je lui donne les prénoms de mes copines en lui disant « Aux urgences, ce sera une telle, en salle de naissance, ce sera une telle, c'est tout cadré. » Vas-y, les yeux fermés, quoi. Ah, donc, la route, elle est ultra balisée. Exactement. Et sur ça, je m'endors avec mes filles au sein, dans mon canapé. Et je sais que ma sœur part à la mat, j'ai mon téléphone à côté et j'attends, quoi. Ouais. Et donc toi, Ancha, tu arrives et tu retrouves, du coup, les copines. Exactement. Que tu connais ou pas non, du tout. Non, pas celle-ci. Pas celle-ci. Mais tu sais, tu as les prénoms, quoi. J'ai les prénoms, je suis accueillie, donc c'est de la joie, quoi. Donc, on se prépare à avoir le monitoring. Et donc, la sage-femme me pose le monit. Et très rapidement, je comprends qu'il y a un souci, quoi. Enfin, elle est très pro, mais je capte qu'elle capte pas le cœur. Donc, très posément, elle vient me voir, elle me dit je vais aller chercher une externe en gynéco, une interne. J'arrive, voilà. Et donc là, moi, je commence je sens la panique qui monte. Donc Cyril me dit mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Et je dis mais on n'entend pas le cœur. Et il me dit mais si, on entendait le cœur, tu l'entendais pas au loin là, on l'entendait. Je dis mais ça c'est le mien. Ça c'est le mien. Et donc l'interne en gynécologie donc arrive et elle essaye de trouver le cœur et à l'échographie cette fois-ci. À l'échographie. Et là elle me dit je vais aller chercher la chef de gynécologie. Et donc c'est la chef de gynécologie qui arrive et qui me dit tout de suite elle vérifie et elle me dit il n'y a pas de rythme cardiaque. Donc évidemment on s'effondre très rapidement, tout de suite. Et donc je sais même plus combien de temps ça a duré parce que le temps s'étire. Ouais, le temps s'étire, on nous laisse seuls à un moment donné, très rapidement, on nous laisse seuls. Et puis, lui, à ce moment-là, il croit que je vais partir en césarienne et qu'on va essayer de réanimer le bébé. Ah. Et moi, j'ai un mécanisme de défense qui est je vais tout de suite voir la vérité en face et je ne me fais aucun film. C'est-à-dire que j'ai compris que ma fille est décédée. Tout de suite, dans ma tête, je me dis, ça y est, ma vie est fichue, mon couple va exploser, c'est l'épreuve de ma vie, j'avais tout, et là, ma vie va s'effondrer. Et puis... T'es dans une extra-lucidité. Extra-lucidité. Et c'est surtout que... je sais que ça arrive pas tout de suite, mais je suis encore dans la même pièce quand tu m'envoies un message et que tu me dis « Sœur, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ?» Et là, je lui écris textuellement, j'écris « Alba est décédée ». Et je sais qu'à ce moment-là, je le fais aussi pour moi. Je le fais pour moi, je veux absolument je veux zéro déni. Je veux tout de suite prendre le choc de plein fouet
parce que je suis faite comme ça et que je veux pas faire semblant, je veux pas me faire d'illusions. J'ai envie d'abréger ma souffrance soit je tombe dans le déni et je commence à me dire oui, donc il y a peut-être une chance peut-être qu'elle se trompe, et là en fait je fais que retarder l'échéance, soit je la prends directement de face et je décide de la prendre de face. Vraiment, c'est ça, je suis dans un état extra lucide. Et donc, on s'effondre. Et à ce moment-là, mon compagnon a une parole qui va me porter, mais jusqu'au bout. C'est qu'il se penche sur moi et il me dit « Mon amour, on vit le pire, mais je te promets qu'on va être heureux. Je te promets qu'on sera heureux toute nos vies, on va y arriver. En fait, c'est l'épreuve de notre vie, mais on va être heureux. » Et donc là, on est pris en charge. Voilà, c'est absolument lunaire. C'est absolument lunaire parce que donc on demande très rapidement comment ça va se passer. Et là, on nous dit qu'a priori, le corps va s'arrêter de travailler et que on déclenchera dans 48 heures, on me donnera de l'ocytocine. Enfin, voilà. Toi, Marie-Alix, du coup, tu te réveilles en pleine nuit, les bébés au sein, et t'envoies ce texto et tu reçois cette nouvelle. Il doit être 22h30, 23h quand ma sœur me dit qu'elle est en voiture pour aller à la maternité. Je m'endors pour 1h30, je me réveille, il est minuit 50. Minuit 50, je regarde mon téléphone, je n'ai aucune nouvelle de ma sœur. Je me dis, c'est improbable. Ça fait 1h30, elle a dû largement arriver aux urgences, sachant qu'en plus, c'est mes amis qui la prennent en charge. Elle va, même s'il y a beaucoup de monde, ils vont la faire passer. Enfin, voilà. Donc Oui, c'était pas normal que t'aies pas de nouvelles. Dans notre lien, elle me raconte, elle m'aurait dit, on me pose le monite, je suis à tant de centimètres, je suis machin. Donc moi, je m'attendais à avoir une liste de messages de je suis en salle, je machin, ou je suis rentrée. Bon, je me réveille, rien. Je me dis, ça fait 1h30. Donc là, je sens que quelque chose ne va pas. Je n'imagine évidemment pas ça, parce que c'est impensable, inimaginable. Enfin, je veux dire, je peux tout envisager. J'ai même envisagé qu'ils avaient eu un accident de voiture en allant à la maternité, mais pas qu'Alba était décédée. Donc je me dis, il y a un truc. J'ai envisagé que le code rouge, elle arrive, il y a une urgence, elle saigne. Voilà, elle est en césarienne, elle a eu une anesthésie générale, elle n'a plus son téléphone. Je pense à 1000 scénarios, mais pas à celui-là. Et je me souviens, je suis très marquée par les heures, effectivement, et je lui ai écrit à minuit 51, ça va, point d'interrogation, uniquement. Et les filles dorment, voilà. Et mon mari est à côté et je me souviens que il vient les prendre pour les poser dans le cododo. Et il est minuit 54 et je reçois le message de ma sœur qui me dit « Ma sœur, Alba est décédée. » Point de suspension. Et là, mon mari a Juliette dans les bras, je me souviens, et vraiment cette scène, et il la pose dans le cododo et je lis ce message et j'hurle. Vraiment, je hurle dans l'appartement. Et il me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui dis « Mais Alba est décédée. » Et il me répond « Ce n'est pas possible, elle n'est pas née. » Et je lui dis, si, c'est possible. Elle est décédée dans le ventre de ma sœur. Et je panique et j'angoisse et je lui dis, mais qu'est-ce que je réponds ? Qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Qu'est-ce que je lui dis ? Je l'appelle, c'est un texto. Et du coup, il me dit, dis-lui juste que tu l'aimes et que tu es là pour elle et que... Voilà. Donc, je lui réponds juste ça. Je trouve ça inadapté, mais en même temps, je crois qu'il n'y aurait rien eu d'adapté. En parallèle, j'écris à mes copines. Les filles, dites-moi que c'est une blague. Je viens d'avoir des nouvelles de ma sœur. Dites-moi que c'est une blague et tout ça. Et mes amies, elles me répondent, on est désolé, on prend bien soin d'elle. Il y en a une qui m'appelle, elle pleure au téléphone. Tout le monde pleure, c'est l'enfer. Et qu'est-ce qu'on te dit ? Est-ce qu'on te donne une raison ? Non. Est-ce une explication médicale ? Parce qu'on n'en a pas. Et non, elles me disent rien. Elles me disent juste... on la passe en salle de naissance parce qu'on pense qu'elle s'y met. Donc, dans notre jargon, elle c'est pas franchement un vrai travail, mais elle est sur le point 2 et elle veut accoucher vite. Donc, on la passe en salle de naissance, on pose la péri et on va pousser un peu le truc. Donc, dans la foulée. Oui, parce que mon corps a été, je pense, très loyal. Et là où, pour moi, c'était tout à fait insoutenable de garder mon enfant décédé dans mon ventre, à ce moment-là, c'est affreux, mais je veux qu'on me l'enlève. Oui. À partir du moment où je sais qu'elle est décédée, j'ai la mort en moi et c'est ma fille, mais je veux avancer. Oui. Je veux avancer et je peux pas attendre 48 heures avec le petit corps de mon enfant dans mon ventre. C'est pas possible. Et en fait, mon corps continue à contracter. Pourquoi ce protocole de 48 heures
d'attente entre le décès in utero et le déclenchement? Parce que pour maximiser les chances que ça puisse fonctionner par voie basse, on fait comme un déclenchement finalement sur un enfant vivant, c'est-à-dire qu'on prépare le col. En fait, on ne peut pas... c'est difficile. Alors là, en l'occurrence, c'était pas un problème puisqu'elle était déjà en train de se mettre en travail, en fait. Là, ma sœur est arrivée à la maternité. Mais dans d'autres cas, si la patiente vient, par exemple, même à terme, en disant « je ne sens plus mon bébé bouger », parfois, elle vient pour ce motif-là, elle n'a aucune contraction. Et à ce moment-là, ce n'est pas possible de l'envoyer en salle de naissance, de lui mettre une péridurale et de la faire accoucher. Ce n'était pas le moment, son corps n'est pas prêt, son col n'est pas prêt. Ouais. Là, en l'occurrence, finalement, il n'y avait même pas le temps que... Donc, en fait, on part sur un déclenchement, comme on peut le faire. Donc, c'est terrible, mais effectivement, on donne un comprimé à ces patientes qui doit faire un petit peu contracter. Et parfois, on les autorise à rentrer chez elles si elles le désirent. Et on leur dit, vous êtes reconvoquées dans 48 heures. Et elles rentrent chez elles en ayant pris le comprimé qui va faire travailler, mais elles rentrent chez elles avec leur bébé décédé. C'est vrai que ça paraît... Ça paraît fou. Mais là, elle est en travail. Mais toi, Ancha, là, pour toi, tu dis que ton corps a été loyal et qu'il t'a aidé. Ouais. Il était en cohésion avec ce que je ressentais. Et en fait, j'ai eu l'impression vraiment qu'à ce moment-là, mon esprit faisait son travail et mon corps en faisait un autre, mais que les deux étaient raccords, quoi. Et donc, on me passe en salle de naissance et ma sœur me demande si je veux qu'elle vienne. Donc oui, je veux qu'elle vienne. Donc, par chance, elle peut. Tu laisses les jumelles... Oui, c'est-à-dire que moi, je me mets à sa disposition. Je lui dis, si tu ne souhaites pas que je sois là dans ce contexte, je ne suis pas là. Si tu souhaites que je sois là, je serai là. Je me demande même pas ce dont moi j'ai envie et je ne pense même pas au trauma que ça peut être pour moi moi je me mets à la disposition de ma sœur. Donc je regarde mon mari et je lui dis tu prends les filles pour la nuit, tant pis, j'allaiterai pas, tu files que des bibes et il me dit évidemment je gère. Moi je rentre par les urgences parce que tout le reste des portes sont fermées et je sais que je vais voir tout le monde et que tout le monde va marcher sur des œufs. Je sais que ça va être bizarre, donc j'arrive et je vois toutes mes copines, tout le monde a pleuré. Enfin, c'est très particulier. Tout le monde est effondré. Toute la situation est vraiment particulière. Donc moi, je m'effondre dans les bras de mes amies. J'arrive dans le bureau de la salle de naissance, elle m'ouvre toutes les bras, j'entends le « elle est là ». Et là, je regarde le tableau de la salle de naissance où il y a les noms des patientes, le Véleda avec la sage-femme qui s'en occupe, etc. Et je vois le numéro de la salle. Je vois mon nom de famille de jeune fille. Et là, ça me frappe. Je vois mon nom de jeune fille, donc ma sœur, mort fétale, 41 semaines. Là, c'est réel. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Et mes amis me prennent dans les bras, je fonds en larmes, je pleure. Et celle qui te prend en charge me dit, on vient de poser la péri. Elle commence à être soulagée, physiquement. Tu peux y aller. Je reste un moment dans le bureau parce que je n'ai pas envie d'y aller, en fait. Parce que je me dis que tant que j'ai pas passé cette porte, je vois pas ma sœur dans l'état dans lequel elle va être. Je peux imaginer, mais c'est un peu comme mon accouchement, quoi. C'est que rien n'est concret et c'est plus facile, quoi. Et donc, je reste très longtemps devant la salle de naissance, devant la porte, avant de frapper. Et je me dis, quand tu auras passé cette porte, ce sera différent pour toujours, quoi. Tu l'auras vu, être avec son bébé. Comme il y en a une qui est dans le déni, et l'autre extra-lucide. Moi, je suis spécialiste du déni, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est quand même fou d'être dans ces deux extrêmes-là. Hein. Tout à fait. Parce que jusqu'au bout, toi, tu... En fait, j'ai conscience de ce qui se passe, mais je pense que moi, ma façon... En fait, je pense que le choc est tel que mon cerveau se met en... Vraiment, c'est, je crois, le principe de la dissociation. Hein, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, je me suis pas dissociée. Je me souviens de tout très bien, contrairement à mon accouchement. Mais voilà, je me souviens m'être dit, laisse-toi du temps, prendre 3 minutes. Elle sait même pas que t'es arrivée. Donc voilà, elle sait que t'arrives, mais il n'y a pas d'urgence. Prends le temps de souffler, de voir tes amis, de pleurer aussi un bon coup auprès de mes amis. Et voilà, donc moi, j'ai toutes ces petites préoccupations-là. Donc, je me vide un peu de mes pleurs et je me dis, allez, go, t'y vas. Et je frappe et du coup, je rentre pour la retrouver. Et en fait, là, j'ai ma sœur qui arrive et dans ma tête, comment dire, c'est elle qui va me traduire toute la situation avec ses mots, qui va trouver... qui saura me rassurer, me mettre... Mais comme elle a été à mon accouchement, mais là, dans l'autre situation, mais je sais que elle va être
parfaite pour traduire la situation telle que j'ai besoin de l'entendre, Oui, de la ça vie, va de être machin. ton guide, comme elle a été ton coach. Mon coach de la cette situation. Ouais. Et donc, tout de suite, je la vois, je m'effondre et je lui dis, dis-moi que ça arrivera pas 2 fois. Enfin, je lui demande tout de suite de me dire si c'est quelque chose qui se reproduit dans la vie. Est-ce qu'on vit 2 fois ça ? Et donc là, tout de suite, je me souviens, elle me caresse, elle me parle très proche et elle me dit non, ça n'arrivera pas. Alors je sais que c'est faux, mais c'est ce que j'ai besoin Moi, je suis en difficulté parce que je suis prise entre la réalité qui est que je ne peux pas garantir à ma sœur que ça n'arrivera pas, puisque ça peut réarriver, c'est arrivé. Certaines femmes, malheureusement, je veux dire, médicalement, c'est possible. Oui, statistiquement, même si c'est quand très même rare, rarissime, mais en fait, je ne peux pas dire que c'est impossible. Tu peux pas lui garantir. Voilà. Et donc, je me sens dans l'envie de lui dire que non, et en même temps, je me dis, mais tu peux pas lui mentir. Et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, je peux pas te le garantir à 100%, mais je pense que la foudre ne fera pas 2 fois au même endroit. Après, je t'ai demandé d'appeler les parents. Ouais. Pour leur annoncer, je t'ai demandé d'appeler le papa de Nino parce que Nino était gardé par son papa et que je devais le retrouver le lendemain ou le surlendemain et que là, oui. Donc, et puis Nino, il attend sa petite sœur. Bien sûr. Donc, je lui demande à ce que le papa soit au courant pour que si Nino pose des questions, il en parle pas, mais qu'il ne nourrisse pas quelque chose non plus. En fait, je veux que tout l'environnement proche qui attend cet enfant, qui sait que je suis que je suis partie en travail, ça s'arrête pour tout le monde tout de suite. Donc, je me dis que je le ferai le lendemain. À ce moment-là, il est 2h30, 3h du matin. Bon, je me dis que je ferai ça le lendemain, quoi. Et en fait, mon père m'appelle. Non, mais la scène est improbable. Il est 3h du matin. Mon père fait une insomnie. Je lui avais écrit un message la veille. Il ne m'avait pas répondu. Et il me répond à 3h du matin cette nuit-là. Parce qu'il n'arrive pas à dormir. Ok. Et je lui dis, je suis à la maternité avec Choupi. Il me dit, elle va accoucher. Je lui dis, papa, Alba est décédée. Et là, il me dit, comme mon mari, il me dit, mais attends, comment c'est possible ? Et je lui dis, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas. Elle est arrivée en travail et il n'y avait plus de cœur. Donc, Alba est décédée. Donc, elle est en travail, elle est sous péri, elle va accoucher, mais Alba est décédée. Et donc, il est allé réveiller ma mère, il l'a prévenue. Et voilà, mes parents, c'était fait, quoi. Et le lendemain, j'ai appelé le papa de Nino. Voilà. Donc toi, Ancha, le protocole, c'était que là, tu étais en travail et donc tu allais accoucher par voie basse. Exactement. Dans cette salle de naissance, puisqu'il n'y avait pas de contre-indication à une voie basse, a priori, entourée donc de ton compagnon et de ta sœur. Ma sœur, je refuse qu'elle soit à l'accouchement. Parce que j'ai besoin qu'elle soit sur des accouchements heureux. D'accord. Donc tu voulais qu'elle soit là physiquement dans l'hôpital. Je voulais qu'elle soit là avant et dans l'hôpital, mais je veux pas qu'elle accouche Tu veux pas qu'elle assiste à la naissance ? Non, je veux pas qu'elle assiste à la naissance de ma fille. Et je veux pas que ses amis, ses collègues proches non plus. D'accord. Je veux des personnes que j'aurais jamais plus sur mon accouchement. Oui, tu voulais des personnes plutôt neutres. Oui, voilà, exactement. Je voulais des personnes que je recroiserais pas forcément. Ou, voilà. Donc, du coup, je lui qui n'appartiennent qu'à ce moment-là. Exactement. Qui ont été adorables, qui ont été géniales et qui ont accompagné ce moment très difficile du mieux qu'elles pouvaient. Et vraiment, je les ai remerciées 1000 fois parce qu'elles ont rendu la chose la plus vivable possible. Mais donc, on accouche. Alba fait 4,1 kg. C'est un très, très beau bébé. Ouais. Et au début, donc on la prépare pour qu'on puisse la voir. Ouais. Et donc, on la sort tout de suite. Tu ne la vois pas. Je la vois pas. Et c'est mon compagnon qui la prend en premier dans les bras parce que moi, bizarrement, j'ai peur de la voir. J'ai peur de voir le corps de mon enfant, quoi. Et en fait, à partir du moment où il la tient, là, j'ai envie de la tenir aussi. Et donc, là, on prend ce temps pour elle, pour pleurer. Et en fait, moi, je la lâche très rapidement parce qu'en fait, je sens que je suis en train de tomber dans l'addiction du corps de mon enfant. Je sens que si je la garde 1 minute de plus, je ne la lâcherai plus. Donc, en fait, je tiens très rapidement Alba. Et quand je sens que je suis en train de vriller dans ma tête, tout de suite, je la laisse et je n'irai plus jamais la voir. Parce que sinon, je passerai ma vie avec elle. Et je sortirai pas de l'hôpital et je pourrais pas quitter son corps. Donc, en fait, tout de suite, je coupe mon addiction.
parce que je sens qu'elle est là et je sens qu'on me l'enlèvera pas et je peux rester avec elle toute ma vie. Voilà, donc du coup, je me coupe de ma fille. C'est presque animal. Oui, quoi. c'est animal. C'est le corps de mon enfant. Je pourrais pas m'en séparer. Il est à moi. Elle est à moi, en fait. Donc, du coup, je la lâche très rapidement. Elle reste avec nous un quart d'heure. Quand je vois, il y a des parents qui restent des heures avec leurs enfants. Moi, j'en suis incapable. Parce que je vais me perdre sinon. Et moi, toute ma quête, ça a été de pas devenir folle. En fait, à partir du moment où on m'a annoncé que ma fille était décédée, qu'il n'y avait pas de rythme cardiaque, toute mon entreprise à moi, ça a été de me sauver moi. Je sens que j'ai cette capacité à me perdre dans la situation et du coup, je mets tout en place pour éviter ça. Encore de l'extra-lucidité, Ouais. pardon, mais d'avoir conscience de ça tout à dès fait. ce moment-là, dès ces premières minutes. Je me pose des limites de fou. C'est fou, quoi. C'est un instinct de survie. Je ressens vraiment ça comme un instinct de survie. C'est que je pense à moi, je pense à ma vie. Et c'est ça que Alba a apporté dans ma vie. C'est que c'est la plus belle preuve d'amour que j'ai faite pour moi. Je sais que j'ai fait des changements dans ma vie pour mon fils, mais c'était par amour pour lui. Alba, elle m'a poussée à faire des changements par amour juste pour moi. Et en fait, ça commence là, quoi. Ça commence là. Et donc, en fait, je ne reverrai plus jamais le corps de ma fille. Cyril a fait des photos de moi avec Alba dans les bras. Et je le remercie parce que je l'ai vue 15 jours après cette photo, mais au final, elle était nécessaire. Ouais. Et j'ai la photo de l'hôpital. Et en fait, les photos sont vraiment aidantes. Pas tout de suite, pas sur le moment. Ouais. Mais en fait, on oublie à quoi ressemble son enfant. Et en fait, moi, je sais à quoi elle ressemble ma fille. Sa photo est sur notre mur de famille à la maison. Elle existe, elle est là. Et son image, j'ai appris à l'adorer, quoi. Et donc, il y a les photos. Et puis, on nous monte en chambre. Et puis, donc, là, la famille est rapatriée pour venir en aide. Très rapidement, donc, on a la visite de la psychologue qui nous dit qu'on est plutôt sain dans notre manière d'aborder la situation. C'est-à-dire que on a un amour et une bienveillance qui va nous porter sur tout ce temps de deuil qui nous a porté tout le temps. C'est-à-dire que nous, on a fusionné. C'est-à-dire qu'on a été encore plus attentifs l'un à l'autre. Il était mon garde-fou, j'étais le sien. Et donc, la psychologue nous dit... je pense que ça va aller. Elle nous donne toutes les aides possibles qu'on peut trouver, des livres. Et puis, on rentre chez nous. Toi, Marie-Alix, pendant ce séjour à la maternité, est-ce que tu ressens le besoin de voir ta nièce ? C'est une question que je me pose énormément. Je demande l'avis à mon mari, je demande l'avis à mes collègues. Je leur dis, mais moi, j'ai déjà vu, j'ai des bébés décédés, j'en ai préparé, j'en ai habillé, parce que ça fait partie de mon métier. Elles me disent, mais là, c'est ta nièce. Ce n'est pas un bébé décédé, c'est ta nièce. Et tout le monde me déconseille de le faire. Et moi, j'ai l'impression que je n'ai aucun avis, que de toute façon, je suis perdue, moi, franchement, je suis dans une autre sphère, quoi. Je comprends pas. En plus, ma fille Juliette fait sa première nuit où, en fait, elle saute un biberon, donc dort 6 ou 7 heures d'affilée. Donc, mon mari me dit, Juliette ne s'est toujours pas réveillée. Moi, je lui dis, attends, dans ce contexte, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, qu'elle respire bien. En vrai, moi, je commence à me dire, mais... À psychoter. Là, je me dis, mais en fait, t'en as 2 à la maison. Elles font le même poids à ce moment-là. Au bout de 2 mois, elles font le même poids qu'Alba à la naissance. Voilà. Et lui, il me dit, mais tu vas rentrer à la maison, tu vas voir tes 2 filles du même poids vivantes après avoir vu ta nièce. Comment ton cerveau, comment tu vas t'en sortir ? Donc, je décide de pas la voir. Et donc, je laisse tout se faire. Je suis en salle de naissance et tout ça. On est au petit matin, il est 7h. Et puis, je retourne voir ma sœur après l'accouchement plus tard, quoi. Et je rentrerai chez moi vers 9h quand elle monte en chambre, en fait. Ok. Retrouver mes petites. Ok. Donc, vous, Ancha et ton mec, vous rentrez chez vous au bout de combien de temps ? Le lendemain. En laissant donc Alba dans le service au dépositoire de l'hôpital, puisque c'est organisé comme ça, le temps d'organiser les obsèques. C'est ça. Le corps reste à l'hôpital. On n'a même pas fait d'obsèques, mais on était parfaitement raccord sur tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on perd notre petit bébé et on a des
des sommes de papier à remplir avec des questions administratives de est-ce qu'on veut une autopsie, est-ce qu'on veut des obsèques, on répond à des questions auxquelles on n'est tellement pas préparé et on est raccord sur tout. C'est pas qu'on n'aime pas notre bébé, pas du tout, mais c'est qu'à ce moment-là, dans notre besoin, on se dit déjà où l'enterrer, avec qui, toute seule. Donc nous déjà, on préfère qu'elle soit avec d'autres bébés. Enfin, c'est bête, mais il y a la montagne du souvenir où finissent les cendres de ces petits bébés. Et donc, en fait... Donc ça, c'est dans un cimetière, dans plusieurs... à côté de Bordeaux, voilà. Mérignac. Et en fait, nous, personnellement, on n'a aucune de nos familles qui sont enterrées à Bordeaux. Eh oui, d'accord. Et donc là, laisser notre petit bébé dans un cimetière au milieu de tout le monde... Oui. Et puis dans ma tête, moi, je me dis, si un jour on déménage, le corps de ma fille, s'il est enterré à un endroit, c'est pas possible. Je quitte plus jamais Bordeaux. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on pense. Et à ce moment-là, ce qui est très fluide et on ne regrette pas aujourd'hui, c'est qu'elle soit incinérée et que ses cendres soient déposées à la montagne du souvenir avec d'autres petits bébés qui ont vécu la même chose qu'elle. Et qui auront des visites de parents pour pleurer. Enfin, voilà, elle est dans un souvenir d'autres. Oui. Voilà, ça nous paraît logique. C'est plus apaisant pour vous. Pour nous, c'est apaisant. Est-ce que, du coup, une autopsie est prévue ou pas ? Oui, vous la demandez ? Tout à fait, elle est faite. On apprendra 2 mois plus tard, donc on nous fait revenir à l'hôpital. On se retrouve face à la gynécologue qui nous a appris le décès pour qu'on nous dise que il n'y a pas de raison médicale qui a été trouvée, qui a été décelée pour expliquer l'arrêt du cœur. Aucune anomalie génétique, rien. Aucune malformation. Non, rien. Rien C'est du tout. Une mort fétale inexpliquée. Mais moi, quand on m'a annoncé qu'il n'y avait pas de rythme cardiaque, en fait, dans ma tête, je savais qu'on n'aurait jamais de motif. Ah ouais ? Oui, j'ai tout de suite su qu'en fait, on n'en serait rien, qu'il n'y avait pas vraiment de raison, ou je sais pas. Parce que dans mon épreuve, il fallait pas que je sache. Comme si je me disais que si jamais j'ai un motif médical, je vais m'engouffrer là-dedans, alors qu'en fait, moi, c'est tout un travail spirituel qui m'attend. Et en fait, il faut être dans le flou. Je sens que c'est autre chose qui m'attend et qu'il ne faut pas que j'ai de motif dans lequel m'engouffrer. Et donc, effectivement, on ne t'en donne pas de motif. Donc, j'ai aucune surprise, j'ai aucune déception. Oui. J'ai peut-être un mini soulagement, si c'est le bon terme, de savoir qu'en fait, il n'y aura pas forcément quelque chose qui se reproduira. Oui, c'est ça. C'est aussi l'avantage. Voilà, absolument. C'est qu'au final, il n'y a pas de motif, mais je prends ça d'un côté soulageant, quoi. Ouais, d'accord. Donc, vous ne faites pas de cérémonie ? Non. Mais là, il s'ensuit finalement 48 heures à la maison avec la famille où on parle, on pleure, on raconte, on revit les choses. Il y a la mère et un des frères de mon conjoint, il y a ma sœur, son mari, mes parents. Et on est entre nous et moi et mon conjoint, nous sommes dans un état totalement second. Moi, je suis absolument défigurée par la douleur. Est-ce que les petites sont là ? Non. Par chance, ma belle-mère, la maman de mon mari, avait prévu de venir ce week-end-là pour voir les filles, pour nous aider, voilà. Donc, mon mari sera un peu moins présent que moi auprès de ma sœur, etc., puisqu'il sera quand même avec sa mère qui est avec les 2 petites, voilà. Mais moi, je vais passer une bonne partie du week-end à faire des allers-retours entre chez ma sœur et chez moi pour aller donner le sein chez moi et revenir vider la chambre d'Alba avec mes parents et redonner le sein chez moi et repartir voir ma sœur et voilà. Ouais. Et toi, justement, Ancha, t'appréhendais de te retrouver en face de tes petites nièces, j'imagine. Ouais. Mais ça a été dur. Parce que mine de rien, il y a quand même le bon début de leur vie où je les ai pas beaucoup vues, mais j'arrivais pas. Donc c'était... voilà, on en attend 3, on en a 2. Moi, je me retrouve avec comme toutes les mamans qui ont perdu leur bébé, un corps de femme enceinte, mais pas de bébé, j'ai des montées de lait, c'est mon compagnon qui au début même douche mon corps parce que je peux pas le regarder. Il a été très aidant parce que moi à ce moment-là, ce corps je le rejette parce qu'il ne fait que alourdir ma douleur. Et en fait, lui me dit que lui il l'adore parce qu'il a porté notre fille et que
il a pris soin de notre bébé et que voilà, lui, il sacralise mon corps et moi à ce moment-là, je peux pas le voir, mais il a été aidant dans le fait de. Il a pris soin de ton corps et de ton esprit, mais exactement, tout à fait. Et donc, dans les mois qui ont suivi, dans quel vous étiez dans 2 mondes parallèles, mais c'est-à-dire donc toi, totalement, dans ton deuil et ta douleur innommable, et toi, Marie-Alix, toujours en postpartum, débordée par ces 2 petites filles, dans une fragilité aussi émotionnelle et psychologique, et avec surtout une culpabilité énorme de galérer. Alors qu'en fait, j'en ai 2 vivantes qui vont bien. Et je m'interdis, à partir de là, déjà que j'ai une forte capacité à faire ça. À être dans le déni. Voilà. Et donc, ce que j'ai commencé à faire à l'accouchement, de mettre des œillères et tout, mais c'est encore plus vrai. Donc, c'est maintenant, tais-toi et avance, parce qu'en fait, t'en as 2 en vie et que ta sœur en a pas. Donc, de toute façon, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et rien de ce que tu ressens de difficile ne sera légitime comparé à ce qu'elle vit. Et partant de là, moi, je me dis, tu ne l'appelleras pas, tu lui demanderas pas d'aide, tu lui montreras pas tes filles, tu peux pas. Là, elle me protège. Et en fait, on se protège mutuellement, elle en ne venant pas voir mes filles, parce que si elle les voit, je pense que tu les as vues 4 fois dans leur première année de vie. Allez, 3 fois, je pense. Elle pleurait à chaque fois. Donc, ça ravivait voilà. Donc, je pense qu'elle s'est dit, je ne viens pas, voilà. Et moi, je me dis, je l'appelle pas pour lui demander de l'aide. C'est très malvenu. Donc, on passe une année, je crois, sans trop se parler. Chacune vit sa galère. On se parle plus alors qu'on devait passer notre vie ensemble. Mais pour se protéger mutuellement. Mais oui. Donc, en fait, on n'est pas trop en lien. Enfin, on se suit évidemment, on s'envoie des textos, mais on se raconte pas la vie comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'on est en contact, protégés mutuellement, parce que chacune vit l'inverse. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça nous a dévasté chacune, elle dans la vie et moi dans la mort. Mais on n'était pas loin d'être dans le même état, quoi. C'est fou parce que ce postpartum qui devait être merveilleux, un moment de communion, de fusion entre vous 2 et vos 3 filles, vous vous êtes retrouvées finalement chacune dans votre couloir de nage, à avancer, tête baissée, tout à fait, et à attendre que ça passe. Alors, quelles ont été vos ressources, chacune de votre côté? Où est-ce que vous avez trouver un peu de joie, un peu de réconfort, un peu d'aide? Comment ça s'est passé pour l'une et pour l'autre? Moi, j'ai fait mon congé maternité et moi, j'ai été vraiment... Alors, je suis déjà quelqu'un de très spirituel, mais je vais chercher des ressources dans la spiritualité. Je marche toute la journée. Ok. Je sors le matin, je marche toute la journée. J'ai besoin de silence, j'ai tout le temps des podcasts dans les oreilles, je cherche des raisons, j'écoute tout ce qui me passe sous la main et qui pourrait me donner des réponses, de l'espoir. Moi, je me nourris à ce moment-là, je suis dans un monde parallèle, je suis pas capable de faire grand-chose sauf marcher. Et écouter des podcasts. Les histoires des autres. Ouais, exactement. Et puis donc des histoires de deuil. Des histoires de deuil, des personnes qui sont spécialisées, des psychologues. J'ai besoin d'entendre des mamans qui ont vécu une histoire similaire, tout en me disant à chaque fois que je trouve que ma version est préférable. Comme si la leur, j'aurais pas pu la supporter. La vie m'a protégée parce que ça s'est passé de telle manière pour moi, mon corps a continué le travail, j'ai pas eu à décider de la vie ou de la mort de mon enfant. Peut-être qu'elle n'était pas en mesure de vivre et que la vie s'est chargée de ne pas me faire prendre cette décision. Donc en fait, moi, je m'approprie mon histoire, en fait. Je m'approprie. Oui, et tu y vois presque de la chance. Voilà. C'est pas le positif, mais en tout cas, je me dis que c'était la meilleure version que je pouvais avoir dans ce que je devais vivre. Oui, donc c'est une forme de
mini réconfort et d'une puis certaine manière. je vais vers l'acceptation. Enfin, Ouais. je fais mon parcours, quoi. Je fais mon parcours. Est-ce Et que puis- tu es aidée psychologiquement? Alors moi, 48 heures après être sortie de l'hôpital, j'envoie tout de suite un message à ma psy. Ouais. Et je lui dis Ah que oui, je t'as viens... déjà une Oui. psy. Ouais. J'ai déjà une psy que je vois très très ponctuellement si j'ai besoin de résoudre un problème, si je m'inquiète pour mon fils. Voilà, c'est pas un suivi constant, mais c'est une aide que je peux avoir ponctuellement, ouais. une fois tous les 2 ans, une fois ça dépend de la problématique. Ouais. Et donc je lui envoie tout de suite un message en lui disant je viens de perdre ma fille. Voilà, donc je lui explique la situation. Bim, elle me donne un rendez-vous 2 jours après, et moi je fais tout de suite de l'EMDR. Et tout de suite, mais génial. j'ai ce côté, voilà, tout dans la continuité de l'extra-lucide, c'est que boum, j'y vais à fond, je commence le travail directement. Oui, tu sais qu'il y a des outils, tu les utilises. Quoi. Exactement. Ouais. Et je suis très très contente de l'avoir fait parce que je pense que ça m'a vraiment aidée. Parce que les mois qui ont suivi, j'ai senti que mon cerveau il avait pris un choc et que j'avais eu une dissociation et que je me réveille la nuit, je vois mon mec écrire des textos alors qu'en fait il dort, j'ai des hallucinations la nuit, j'entends des bruits, j'entends des trucs, mais je ne prends aucun médicament parce que je veux absolument aucune aide. Je veux vivre tout de plein fouet. Donc la seule aide que j'ai, c'est mes podcasts et le MDR et la marcher et la thérapeute, voilà. Ouais. C'est tout. Et pourtant je vois bien que je suis pas dans mon état normal et j'ai déjà dit à mon compagnon, là, je pense que peut-être qu'il faudrait que je sois internée. Parce que je sens que j'ai perdu confiance en lui, en tout. Pour moi, le pire peut arriver tout le temps. Donc, dans ma tête, il peut me tromper. Ça devient totalement lunaire. Enfin, je suis prête à tout imaginer. Oui, t'as perdu toute confiance en la vie. Je perds mes repères, en fait. Oui. D'une minute à l'autre, tout peut basculer. Exactement. Donc, en partant de là, finalement, chaque situation peut virer au drame. Exactement. Ouais. Et tout ce que j'ai peut m'échapper. Et donc, en fait, les mois d'après, je m'attelle juste à reconstruire la base de ma vie et essayer de reprendre confiance. Et puis, retrouver la foi. En fait. Alors justement, tu parlais de spiritualité. Est-ce que toi, tu es croyante initialement ? Alors moi, je crois pas en Dieu. Enfin, je ressens pas la religion catholique comme étant la mienne. En revanche, je suis quelqu'un de spirituel. Je crois en effet que le divin existe et que tout a une raison. Enfin, pour moi, il y a... C'est pas le karma non plus, mais je pense qu'on est prédestiné à faire des choses dans notre vie, qu'on est là pour une bonne raison, qu'on a établi un contrat avant de s'incarner et qu'on est venu pour un certain travail, pour vivre des choses, que j'ai accepté cette épreuve avant de m'incarner dans cette vie. Et donc, à partir du moment où je me dis ça, c'est comme si je reprenais un peu la main sur ma vie. C'est comme si, je reprenais les rênes. J'ai accepté ça, donc j'ai la force. Et puis, c'est surtout que je me dis tout de suite que Alba, elle m'a choisie parce qu'elle savait que j'avais la force d'être cette mère pour elle, que peut-être qu'elle avait besoin de vivre que ces 9 mois de grossesse, que pendant ces 9 mois, elle a été choyée, elle a bien mangé, elle a été bien au chaud, elle a entendu des rires, de la joie, elle a été entourée d'un bonheur familial. Et au bout de 9 mois, elle est partie, mais elle savait que j'allais me relever. En fait, et je m'accroche à cette idée de ma fille doit être fière de moi. Et en fait, elle savait que j'étais capable de vivre ça, de m'en sortir, de sublimer cette épreuve. Et aujourd'hui, Alba, je la vois comme... Enfin, je considère que tous nos enfants nous font grandir. Alba, c'est celle de mes 3 enfants qui m'a fait le plus grandir. Alba, c'est mon cadeau. J'en suis extrêmement fière. Elle a sublimé ma vie, Alba. Elle m'a permis de voir la vie avec un œil heureux de tout. Je me délecte de tout, mais vraiment. Comme quand on survit à une maladie ou un accident, ou voilà. Et en fait, Alba, elle a rendu ma vie merveilleuse. Elle t'a fait réaliser la préciosité de chaque moment de vie, quoi. Et j'ai compris qu'elle avait décidé de m'offrir ça. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai retrouvé la foi dans le fait que il allait m'arriver des belles choses. C'est en entendant aussi des podcasts avec des mamans qui avaient vécu des drames comme ça et qui redevenaient mamans et qui voyaient le bonheur revenir dans leur vie. Je me suis beaucoup accrochée à ça au début. J'avais besoin d'entendre que des femmes vivaient la même chose et qu'un jour elles étaient de nouveau mamans et que
la vie reprenait son cours, le bonheur revenait. Et en fait, tout ça, ça a été mon travail de deuil. J'ai pleuré ma fille, mais en voulant faire revenir la vie. Enfin, je sais pas comment, mais... Et alors justement, est-ce qu'avec ton compagnon, vous parliez d'un éventuel autre enfant? Oui. Après Alba? Oui. Au bout de quelques jours après le décès d'Alba, on s'est dit, un jour, il y en aura un autre. Et moi, dans ma tête, j'avais fait une prière à l'univers en lui disant, il me faut juste une année pour Alba. Je voulais qu'elle ait cette année de deuil pour elle. Je voulais pas me précipiter sur une autre grossesse. J'avais envie qu'Alba, elle ait son temps pour elle de deuil, que mon corps se remette de sa grossesse. Je voulais prendre le temps de faire les choses sainement. Je voulais pas être en fuite. Ouais. Je voulais pas précipiter les choses. Alors, ça veut pas dire que je n'ai pas souhaité tomber enceinte pendant cette année-là, mais on va dire que j'ai été entendue parce que je suis tombée enceinte le mois d'après les 1 an de deuil de ma fille. Et je sentais à ce moment-là que j'étais prête à accueillir un autre enfant, que c'était pas un bébé de remplacement, que c'était sain. Je me sentais saine. Que t'avais fait le chemin. Exactement. Donc cette année de deuil pour toi a correspondu à une année de rupture involontaire, volontaire, comment dire, inévitable. Bref, il n'y a pas vraiment de justificatif à trouver. Toujours est-il que c'est votre histoire. Il y a eu une année où vous vous êtes beaucoup moins vus physiquement, même si vous êtes restés en contact. Toi, Marie-Alix, est-ce que tu as psychologiquement, comment tu t'es relevée de ça? Est-ce que tu as accepté que peut-être tu étais en train de faire une dépression du postpartum? Comment ça s'est passé pour toi cette année-là? Moi, ça s'est passé très tard, c'est-à-dire que les filles sont rentrées en crèche en septembre, elles avaient 6 mois. J'ai repris le travail à ce moment-là. J'en avais très envie. Jusque-là, je dirais que ça allait bien. Ça a même été une bonne période. Voilà, et donc jusqu'à leur, je pense, 1 an, ça allait. J'étais très contente de reprendre le travail. Alors 1 an, c'est devenu un peu compliqué parce que leur sommeil est devenu compliqué alors qu'elles dormaient très bien. Mais est-ce que tu as vu une psy alors? Non, pas toujours du tout. Pas. Ah non, mais toujours pas. Mais donc le mot dépression du postpartum n'était toujours pas posé? Non, les filles avaient 18 mois quand c'est arrivé. Ah ouais. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai continué à marcher à genoux, mais à ramper, mais à faire vivre mes filles, et puis à vivre, et puis à travailler, et puis à gérer, et voilà. Oui, en pilote automatique. Un petit peu, ouais. Mais ça allait, je veux dire, tu pleurais pas trop, tu n'étais pas trop beaucoup. Si, je pleurais beaucoup, mais je me disais, bah oui, t'es fatiguée, tu pleures. Je crois que ça me traversait pas tellement l'esprit et je me disais que c'était pas le moment, que ça arriverait. J'étais convaincue qu'un jour j'aurais besoin de consulter et de refaire le point sur tout ça, mais là j'étais dans mon truc et voilà, on dormait pas la nuit, on travaillait la journée. Bon, je sais pas, j'étais dans mon truc. Et puis ça dure pas très longtemps, hein, quand à un moment on met des œillères, ça ne marche pas. Et donc quand elles avaient 18 mois en septembre de l'année suivante, j'ai complètement mon corps mon cerveau a lâché pour moi en fait. J'ai oublié d'aller travailler, j'ai oublié un rendez-vous pour les filles, j'ai oublié où j'allais quand j'étais dans ma voiture, je savais plus pourquoi j'avais pris ma voiture. Donc il y a eu des premiers signes de burn-out. Tu t'es retrouvée au volant sans savoir où tu allais. Ouais, je ne sais plus pourquoi j'avais pris la voiture. J'amène les filles chez la pédiatre avec mon mari, je me trompe d'horaire. Ce qui peut arriver, mais je me trompe d'horaire, je laisse les vaccins dans le frigo, rien ne va. Et le dimanche, c'est un dimanche, je dois travailler ce dimanche-là, je suis de garde. Suite à un changement avec une collègue, on fait des changements entre nous de temps en temps quand ça nous arrange. Et je n'ai pas noté ce changement. Voilà. Donc ce dimanche-là, je suis à la maison avec mes filles, il y a mes beaux-parents qui sont là en plus. Je ne prévois pas de travailler et je ne vais pas au travail. Et à 8h, je suis avec ma fille dans les bras. Et en fait, je vois mon téléphone, 8 appels en absence du travail, ma cadre d'astreinte qui m'appelle, enfin voilà, des messages, Marie-Alix, on t'attend, t'es où, on s'inquiète, etc. Et en fait, moi, je les appelle et je leur dis, mais les filles, non, je ne travaille pas. Et je maintiens ça, mais bec et ongles. Les filles, je ne suis pas prévue aujourd'hui. Marie-Alix, si tu as fait un changement avec une fille, tu viens travailler. T'avais zappé. Alors, est-ce que ça, c'est le signal? Voilà. Là, c'est le signal. Ouais. Je donne ma fille à mon mari, je lui dis, tiens, finalement, je travaille. Il pète un plomb.
parce qu'on allait mal tous les deux aussi. Ouais, bien sûr. Il pète un plomb, mais quoi, mais comme ça, mais tu reviens que dans 12 heures, donc là j'ai les filles seules, pas prévues, et je lui claque la porte au nez en lui disant mais qu'il comprend pas, que je me dis mais il ne comprend pas dans quel état t'es, que t'as pas fait exprès. Je suffoque, je vais à la douche, j'arrive pas à respirer. Là, ma CAD m'appelle, Marie-Alix, je sais pas ce que t'as, mais tu m'inquiètes. Ne viens pas, je vais te remplacer. Non, je viens. Je suis prévue, je viens. Bon, ok, sois prudente sur la route et tout. Je suis allée travailler, je suis arrivée à 9h du matin. Une journée, j'ai passé la journée, j'étais à côté de mon corps, quoi. Voilà. Mes collègues ont senti, elles ont essayé de travailler beaucoup à ma place, encore une fois. Et puis, je croise la gynéco qui a confirmé la gémellité que j'adorais et qui suivait la grossesse de ma sœur parce que c'était mon souhait, parce que je l'estime beaucoup. Et je la croise, elle est là ce dimanche-là aussi. Et ça, je me dis que c'était aussi fait pour. Elle a vraiment sa place dans notre vie à toutes les deux. Ouais. Et elle arrive et elle me voit et elle me dit il y a un truc qui va pas. Et elle m'arrête tout de suite. Elle me dit viens dans mon bureau. Donc elle me dit je t'arrête 3 semaines parce que je pense que là vraiment et moi je lui dis mais non allez 1 semaine ok non 3 semaines et moi je suis gynéco mais par contre je suis ni psychologue ni psychiatre, je sais pas ce qui t'arrive mais je veux pas juste t'arrêter et que tu reviennes bosser, je voudrais que quelqu'un dont c'est le métier puisse t'évaluer quoi. Oui, poser un diagnostic. Voilà. Et elle me dit est-ce que tu connais donc une des psychiatres de la maternité. Elle est très chouette, elle est très douce et tout ça. Je la connais dans le milieu professionnel, on parle de patientes ensemble. Elle me dit, est-ce que tu voudrais pas juste qu'elle, elle te voit voilà. Et ça a commencé comme ça. J'ai été donc vue par une psychiatre de la maternité. Voilà. Et alors, rapidement m'a dit, alors c'est une dépression du postpartum, c'était très clair. Avec des signes, du coup, comme je ne l'avais pas prise en charge, avec des signes de burn-out qui s'étaient rajoutés, voilà. Et en fait, elle me dit, la prise en charge est hyper tardive, 18 mois, c'est, voilà. Mais de la faute de personne, voilà. Bah oui, c'était comme ça, il fallait que je sois... Du déni et de tous ces signaux que ton cerveau n'était pas du tout prêt à et puis ça s'imbrique avec l'histoire de ma sœur. Je pense que j'aurais accepté plus facilement d'aller mal si je m'étais donné le droit de le faire. Si Alba n'était pas décédée, je me serais donné le droit d'avoir un postpartum difficile. Et là, j'avais pas le droit de tomber parce que moi, j'étais celle qui avait de la chance dans l'histoire. Et je me suis jamais permise. Et en fait, il a fallu que mon cerveau le fasse pour moi au bout d'un moment. Explose. Donc là, j'ai été arrêtée longtemps et puis j'ai eu un suivi et voilà, le diagnostic a été là. Et alors, c'était comment pour toi d'avoir ce diagnostic de dépression du postpartum posé là au bout de 18 mois avec tes filles? Est-ce que ça a été un petit soulagement de savoir voilà, c'était pas rien quoi, ce que tu vivais? Ouais, il y a eu un soulagement, oui, bien sûr, et un soulagement d'être prise en charge et de me retrouver dans des endroits, dans le cabinet de ma psychiatre ou de ma psychologue, ou de me retrouver dans un endroit où j'avais le droit de tout dire. Et là, je peux dire qu'en fait, c'était hyper dur. Et là, je peux dire que la perte de ma nièce, c'était dur. Mais voilà, que voir ma sœur comme ça, c'était dur. En fait, j'avais le droit de tout dire sans blesser personne, sans culpabiliser, parce qu'en fait, elle était extérieure à ma vie. Et ça, en fait, ça a été un soulagement. C'est que j'ai été prise en charge et j'ai pu vraiment être dans un lieu sécurisé dans lequel je me sentais bien, où j'ai dit tout. Pour vider ton sac. Voilà. Et ça m'a fait bien chargé. Qui était bien chargé. Ouais. Et vraiment, ça a été hyper salvateur, oui, d'avoir ce diagnostic et de... Voilà. Mais j'ai encore cette culpabilité à travailler en fait, j'avais tout pour être heureuse, donc pourquoi est-ce que j'ai pas réussi, quoi. Sachant que moi, je ne l'ai jamais... J'ai jamais été dans cette version-là. Elle culpabilisait pour moi, par rapport à moi. Et moi, en fait, pour moi, elle était tellement légitime dans ses difficultés. Et quand on a pu se retrouver, on est allé faire un hammam ensemble. Et c'est là, la première fois, au bout de quelques mois, où on se raconte tout. Et à aucun ça a dû vous faire un bien. C'était génial. Mais sachant qu'on a toujours été jamais jugeantes, l'une envers l'autre, et toujours pleine d'amour, et on vivait pas la même chose, mais on s'est toujours rendu légitime. Enfin, on s'est légitimé toutes les deux. C'est-à-dire que moi, j'avais le droit d'aller mal, et elle aussi. Et elle aussi. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Des raisons communes et des raisons vraiment individuelles, qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous avez réussi à garder cette bienveillance et ce respect des émotions de l'autre et du vécu de l'autre. Ce qui montre tout l'amour qu'il y a entre vous.
Du coup, toi, Marie-Alix, quand tu commences à te prendre en charge et à sortir un peu la tête de l'eau, déjà parce que quand il y a une pause de diagnostic, ça change tout. Toi, Ancha, tu es déjà enceinte. Oui. C'est ça. Oui, 3 mois, quoi. C'est le tout début de ta grossesse. Et ça, j'imagine que ça a dû aussi aider. Bien sûr. C'est pas anodin. Parce que... je dirais que pour moi, en tout cas, c'est surtout la naissance de Lila, du coup, qui a fermé une page. Alors évidemment, elle n'a pas l'âge de mes filles, il y a 2 ans d'écart, mais c'est l'histoire, c'est comme ça. Mais je pense que la grossesse, il y a eu encore j'étais un peu en apnée et bon, je ne parle même pas de ma sœur qui pourra en parler mieux, mais voilà, il y avait quand même oh là, on n'est jamais trop prudent. Et avant qu'elle soit bien vivante dans les bras. Voilà. Et donc, moi, c'est la naissance de Lila, donc en février. Février de l'année d'après. 2024. Et là, je me suis dit, on clôture un truc. Elle a accouché, elle a son bébé dans ses bras. Moi, mes filles ont 2 ans, voilà. Et moi, je suis diagnostiquée. Et t'étais là, dans la salle de naissance. J'avais une équipe de folie. Elle m'avait concocté. Oh là là. C'était mon amie qui m'a accouchée. Je lui ai dit, c'est toi qui accoucheras ma sœur. Parce que moi, je ne peux pas prendre de responsabilité. Je sortais d'un arrêt de travail long, d'une dépression du postpartum. J'étais encore, et encore aujourd'hui, voilà, c'est long. Mais donc j'avais repris le travail et tout ça, mais je lui ai dit, je vais pas accoucher ma sœur. Trop de responsabilités. S'il doit se passer quoi que ce soit, si je prends la mauvaise décision, si ce bébé va pas bien, ça ne peut pas être moi. C'était pas la peine de te mettre ça. Donc j'ai missionné cette amie-là qui était à l'écho, qui m'a accouchée, dont on est, voilà, et je lui ai dit, c'est toi qui accoucheras ma sœur. Et j'étais dans la pièce et j'ai pleuré avec elle. C'était fou. C'était incroyable. Voilà, c'était fou. Toi, Ancha, t'as réussi à vivre cette 3e grossesse sans trop de stress. Alors moi, j'avais fait un gros travail thérapeutique derrière, donc j'abordais la grossesse plus sereinement. Et c'est surtout que Lila, à l'origine, c'était une fausse couche qui s'est transformée en petit miracle de la vie. Et ça m'a donné une confiance en elle. Elle s'est accrochée. Malgré des saignements. Non. Des taux de bêta qui étaient nuls, qui n'évoluaient pas du tout, qui étaient stables. Et en fait, ça a décollé. Et en fait, le papa s'est accroché. Ouais, le papa a été très stressé parce que on revenait à l'hôpital. Lui, il avait besoin d'accoucher ailleurs. Enfin, il aurait préféré accoucher. Mais moi, j'avais besoin que ce soit sous contrôle de ma sœur, sous contrôle des meilleures personnes. Et donc finalement, Lila, on a été déclenché en février. Ah oui, pour pas aller au terme. Ouais, exactement. Pour vraiment prendre toutes les précautions. Exactement. C'était un très très bel accouchement. J'ai vraiment vécu un moment merveilleux et pour la peine, lui, il était pas trop dur, quoi. Donc, voilà. Et puis c'est surtout, elle a réparé nos cœurs sans vouloir être un bébé. Elle avait quand même cette mission, malheureusement pour elle, ou heureusement parce que ça en fait un bébé exceptionnel. Mais voilà, elle a rétabli un peu le bonheur dans nos vies, même si le bonheur était quand même revenu parce qu'on avait travaillé, on était une famille malgré tout heureuse. Mais ce petit bébé nous manquait. Bien sûr. Voilà. Et la petite nièce était là. Et la petite cousine tout à fait. était là. a pu rejoindre la tribu. Exactement. Ah là là, quelle aventure vous avez vécue toutes les deux. Et alors, est-ce que vous, votre relation s'est retissée justement à partir de cette grossesse, de cette nouvelle grossesse ou de la naissance? À quel moment vous vous êtes retrouvés réellement? Au hammam. Donc, avant même la grossesse de Lila. Avant la grossesse de en fait, il nous a fallu, on va dire, à peu près... un an. Même pas, je pense. Et on va dire une petite année où chacune a essayé de sortir la tête de l'eau comme elle pouvait. Et à partir du moment où moi, j'ai pu voir vraiment mes nièces, je les avais vues avant, mais à partir du moment où c'était plus douloureux pour moi, où c'était plus... je suis venue profiter. Et voilà, enfin, moi, il m'a fallu quelques mois pour sortir un peu la tête de l'eau et être plus blessée par l'image de mes nièces. Même si quand je les vois, je pense forcément à Alba, mais aujourd'hui, c'est plus dans la douleur. Donc, oui, parce que forcément... elles ont l'âge qu'aurait eu Alba. Il en manque une. Il en manque toujours une. Et même si à Lila, Alba, elle nous manque. Donc, du coup, c'est vrai qu'elles sont
Elles sont un repère Elles sont un repère du pour moi. temps qui passe. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus une douleur, c'est un peu réconfortant de voir la taille qu'aurait eu Alba. Enfin, j'ai une image. Et puis, c'est vrai que même les 3 petites cousines, elles se ressemblent beaucoup. C'est vrai. Et donc, on arrive à mixer une image, une projection de ce qu'aurait été Alba physiquement, en caractère. Enfin, donc, finalement, c'est réconfortant. Vous en parlez beaucoup d'Alba entre vous. Mais moi, je la fais vivre. J'en parle énormément de ma fille, mais pas parce que c'est triste, mais parce qu'en fait, elle fait partie de ma vie tout simplement et qu'elle a changé ma vie et que c'est mon enfant. Et tout le monde la connaît. Oui, elle existe. Elle existe pour tout le monde. Au sein de votre famille. Tout à fait. Et donc, on en parle très facilement et très librement. Sans aucun... C'était un bonheur d'en parler, en Merci. tout cas aujourd'hui, et de la nommer, et de raconter son histoire, et la vôtre autour d'elle, et de vos autres enfants qu'on embrasse. Merci. Alors on embrasse Nino, Lila, Juliette et Mathilde. Exactement. Je me suis pas trompée. Non. Vos conjoints respectifs. Tout à fait. Et puis, énorme big up. Non. Énorme big up à tout le service du CHU de Bordeaux, à toute cette équipe de gynéco, d'auxiliaires puères, de sages-femmes, qui j'oublie, d'infirmières, de aides-soignantes, aides-soignantes, voilà. Vraiment. Toute cette équipe incroyable qui était autour de vous dans toutes ces étapes, tous ces accouchements, toutes ces épreuves et ces joies. Et ces peines et qui sont vraiment autour de vous là comme un... vraiment. Tout à fait. Mais elles nous ont toutes portées. Toutes et tous. C'est vrai. Donc on les embrasse avec les yeux qui pleurent. Elles écouteront sûrement cet épisode. Je pense. Les filles, on vous embrasse très fort. Oui, en effet. Et puis vous deux, merci infiniment d'être venus. Merci de nous avoir accueillis. C'était une très belle histoire de sœurs, d'amour, de petites filles, de cousines. On pense fort à Alba, évidemment, qui a été là, dans l'air de ce studio. Et puis, je vous souhaite une vie merveilleuse à vous deux et à toutes celles et ceux qui vous entourent. Merci beaucoup. Bon retour à Bordeaux. Belle vie à vous. Merci les filles. Merci beaucoup. Ciao. I got no past, I got no hope, I got some tears in my eyes, I got your voice in my mind. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore à Anne-Charlotte et Marie-Alix d'avoir replongé dans ces souvenirs tellement douloureux. Merci encore les filles, on vous envoie plein d'amour et plein de force. Aurélia Martin était à la production de cet épisode, Claire Sarfati au montage, Océane Timothée Banis au mixage, Anne-Charlotte Fraxanet au casting, et j'en ai assuré l'interview et l'enregistrement au studio L'Arrière-Boutique. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous le savez, on a 2 autres podcasts que vous pouvez écouter, binger, partager autour de vous et auxquels vous pouvez vous abonner sans plus tarder. Il y a Hot Stories pour des histoires croustillantes et Women Stories pour des récits de femmes inspirantes. Pensez aussi à nous suivre sur Instagram, YouTube et TikTok et à nous laisser 5 étoiles sur votre appli de podcast si vous avez 2 minutes à nous accorder, ça nous aide beaucoup. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss. I got your tears in my eyes, I got your face in my mind. I got my goals, I got my lies, got your tears in my eyes, got your smile.